Salut tout le monde, bienvenue au podcast de Blue Chip Prospect. Aujourd'hui, je voulais prendre le temps de faire des évaluations, des reconstructions des équipes de la Ligue nationale pour pouvoir les comparer à celles du Canadien de Montréal, puis un peu voir où est-ce qu'on s'en va avec ça. Est-ce que ça va bien? Est-ce que ça va pas bien? Ou en même temps comparer les autres équipes et voir eux autres dans quelle direction ils s'en vont. Est-ce qu'ils sont pris quelque part ou ils s'en vont vers la compétitivité? Donc, c'est ça. Dans le fond, c'est un exercice que j'ai fait pour moi-même il y a de ça quelques semaines. Donc, j'ai un document là, d'à peu près 10 millions de lignes. Évidemment, je peux pas juste vous lire ça parce que ça va être plate en montadie. Mais j'ai recréé un autre document un peu plus organisé, si on veut. Puis la façon que j'ai organisé ça, dans le fond, c'est que chaque équipe, ce qu'on va faire, c'est qu'on va parler des attaquants top 6, on va parler des défenseurs top 4, de la profondeur, on va parler des gardiens, puis après ça, on va parler des les prospects à l'attaque, les prospects à la défense. Puis avec toutes ces informations-là, on va en avoir assez pour être capable de tirer une conclusion qui fait du sens sur la direction vers laquelle ils s'en vont. Est-ce qu'ils sont pris quelque part? Est-ce qu'ils s'en vont vers la route de la compétitivité? Ou sinon ils viennent juste de recommencer leur reconstruction puis ça va pas pantoute. c'est à suivre. Puis après ça, avec toutes ces informations-là, on va pouvoir voir dans le fond le Canadien se situe où parmi les reconstructions de la Ligue nationale. Comme je dis, c'est quelque chose que j'avais trouvé intéressant à faire pour moi-même. Après ça, est-ce que vous allez trouver ça intéressant? C'est une autre chose. Mais j'ai bien de la misère à trouver des idées de podcast. Fait que je me suis dit ça en était une. Fait que c'est ça. Puis aussi, je viens juste de l'enregistrer en anglais. Donc là, l'affaire en français, ça devrait aller bien en général parce que les idées sont fraîches dans ma tête. Puis aussi, quand je pourrais dire, j'ai totalement perdu en anglais parce que ce qui arrive, c'est que je suis mon document puis je suis une page de Cap Friendly en même temps. Puis là, j'arrêtais pas d'être perdu tout le temps. Là. Fait que là, peut-être que ça va mieux aller de ce côté-là. Puis aussi, une petite chose que j'ai faite, c'est que dans le fond, j'enregistre la page de Cap Friendly. Fait que comme ça, au moins, vous avez quelque chose à l'écran. T'sais, si vous voulez suivre les joueurs ou les statistiques que je vais lancer, des affaires comme ça, bon, ben la page, elle va être ouverte. Puis vous allez pouvoir voir quelque chose sur l'écran au lieu de juste une image pleine qui bouge pas. C'est pas beaucoup de... c'est pas grand chose dans le fond, mais c'est un petit quelque chose qui se présente dans la page que au moins vous pouvez voir puis suivre en même temps. Fait que tout ça pour dire que ben on commence ça. Okay? Fait que la première, c'est les Sabres de Buffalo. Puis eux autres, des fois, c'est un peu à ne rien comprendre. Parce que dans le fond, quand on regarde ça, dans le top 6, leurs attaquants, ils ont J.J. Peterka, ils ont Tage Thompson, ils ont Alex Stock, ils ont Dylan Cousin, ils ont Jack Quinn, puis ils ont aussi Jeff Skinner. Fait que tu sais, on a 6 joueurs de talent, 6 joueurs, tu sais, quand même un bon mix, là. Ils ont des gros joueurs, Alex Stock, Tage Thompson, Dylan Cousin, puis ils ont des plus petits joueurs, J.J. Peterka, Jack Quinn, Jeff Skinner. Mais c'est quand même un bon mix de talent, puis de grosseur, puis en plus... Il y avait Casey Middlestat jusqu'à de ça quelques semaines. Fait que c'est quand même surprenant qu'ils sont pas compétitifs. Là, parce qu'en plus, quand on rajoute par-dessus ça le top 4, ils ont Dallin, ils ont Bowen Byram maintenant, qui a été changé pour Middlestat. Puis ils ont aussi Owen Powers puis Matthias Samuelsson. C'est tous des joueurs top 4, définitivement. Là, je veux dire, pas vraiment, on peut pas s'ostiner là-dessus bien. Là. Fait que tu sais, ils ont un solide top 4, ils ont un solide top 6. Puis ça marche pas. Puis en plus, leur goalers, si on prend, mettons, Ukko-Pekka Luukkonen, en termes de stats, là, de tous les goalers qui ont eu 30 parties ou plus, ben, il est dans le top 15 de la Ligue nationale. Fait que c'est pas comme si il est mauvais, là. ça s'est bien passé. Fait que c'est un peu dur à comprendre. J'imagine que c'est une question de coaching, puis je sais pas si... je sais pas, ils ont juste pas une bonne cohésion, quelque chose comme ça, mais c'est sûr qu'en termes de profondeur, en dehors de Greenway puis peut-être Girgensson qui était là, c'est pas grand-chose. Là. le reste, là, Tyson Jones, Victor Olofsson, sont pas nécessaires là, à gagner, là, mettons. Là. Fait que c'est ça. Fait que la profondeur, définitivement, elle manquait. Ça, c'est sûr à 100%. Mais le top 4 et le top 6 sont quand même très bons. Puis leur goaler en tant que tel, Ukko-Pekka Luukkonen, il a fait très bien. Il s'attendait probablement à ce que Devon Levi il soit meilleur que ça à sa première année chez les pros. Ça n'a pas très bien été dans la Ligue nationale. Puis aussi, on s'entend, c'est quand même un petit goaler. Il a 6 pieds, Devon Levi. Mais sauf que dans
Dans la AHL, en fond, là, je pense que ses stats, ils sont comme top 5. Là. Il est vraiment très bien fait. Là, si on clique ici, puis on va voir un petit peu. AHL 2.42 puis 9.27 d'efficacité. Là. Fait que, il est très, très, très bien fait avec Rochester. C'est juste que dans la Ligue nationale, ça a été un petit peu plus compliqué, ce qui est tout à fait normal pour une première année. Puis avant de continuer, je vais juste faire une chose. Je vais juste m'assurer que tout enregistre. Là, parce que peut-être que je suis en train de faire ça pour rien. Est-ce que la page enregistre? Ouais, la page, elle enregistre. Puis... ça l'enregistre. OK. Fait que c'est correct. Ça fait un petit peu désorganisé, là, mais je veux juste être sûr que je passe pas 1h30 plus à enregistrer, puis finalement, j'avais rien enregistré. Fait que, après ça, quand on s'arrête et on regarde un peu les prospects qui ont à l'attaque, qui vont venir se rajouter à ce top 6-là ou à la profondeur de cette équipe-là, ils ont Zach Benson qui était déjà sur l'équipe, qui a fait 30 points, si je ne me trompe pas. On va juste le trouver ici. Ouais, Zach Benson, 30 points en 71 matchs. Ils ont Isaac Rosen qui s'en vient. Ils ont Noah Ostlund qui s'en vient. Ils ont Matt Savoie qui s'en vient. Ils ont Yuri Kulich qui s'en vient. Anton Wahlberg qui s'en vient. Fait que, ils ont beaucoup de prospects à l'attaque, beaucoup de prospects pas beaucoup de prospects à la défense, mais ils ont quand même 2-3 bons prospects à la défense qui s'en viennent. Fait que la profondeur, ça va s'améliorer. Puis une des choses qu'on peut voir, c'est qu'ils n'ont pas besoin tant de ça de joueurs dans le top 6 parce qu'on s'entend que le top 6 est déjà excellent, mais il y a quand même Zach Benson qui va se rajouter à ça, qui va devenir un meilleur joueur. 30 points à son année à 5 pieds 9 et des poussières, c'est excellent. Puis ils ont aussi Yuri Kulich là, qui fait des buts, puis des buts, puis des buts. Ils ont 2 joueurs qui sont pratiquement assurés d'être top 6. Puis après ça, tu rajoutes Matt Savoie, qui est un joueur qui a été pris dans le top 10 là, comme 2 ans. C'était-tu top 10 ou en dehors du top 10? Je suis plus trop sûr. Mais n'empêche, Matt Savoie, c'est un joueur qui est très électrisant, un excellent patineur, un excellent joueur offensif qui joue avec un chip on the shoulder. Là, je peux dire, qui joue avec une certaine agressivité dans son jeu. C'est pratiquement assuré d'être au moins là, un joueur de milieu, là, middle six, ou sinon dans le top 6. Fait que c'est à suivre, on va voir ce que ça en va, mais c'est sûr que la profondeur va s'améliorer, puis même le top 6 va s'améliorer avec Zach Benson puis Yuri Kulich. La seule chose que je peux voir, c'est peut-être qu'ils ont besoin d'un peu plus de grosseur. Pas nécessairement le top 6, parce que le top 6, ils ont un bon mélange avec Tage Thompson, Alex Stock et Dylan Cousin, mais en dehors du top 6, dans leur bottom 6, dans le fond, là, dans la 3e ligne puis la 4e ligne, c'est des joueurs comme Noah Ostlund, Isaac Rosen, puis Matt Savoie qui vont se rajouter là. Ça fait pas des... Ça va faire, dans le fond, du support offensif dans les lignes plus basses, sauf que ça va quand même pas aider là, la grosseur. Puis, comment tu vas aller te battre en série avec Isaac Rosen puis Noah Ostlund, c'est ta 3e ligne, je sais pas, mais en tout cas, ça sera à suivre. Mais d'une façon ou d'une autre, c'est quand même bien bâti, puis c'est juste, c'est un détail, là, rajouter un petit peu de grosseur là-dedans, là, puis de bien faire un mix. Là. À la défense, ce qui va se rajouter, dans le fond, à ce qui est déjà excellent, là, c'est Maxim Sturback puis Nikita Novikov. C'est 2 joueurs qui, je dirais, se projettent pas mal plus à des défenseurs de 3e paire sans plus. Je serais quand même surpris que Maxim Sturback devienne un top 4 ou Novikov devienne un top 4 aussi, là, mais en même temps, ils en ont juste nullement de besoin. Avec Dallin, je pense qu'il est signé pour longtemps. Il va ça jusqu'en 2032. C'est en 2032. Après ça, Bowen Byram, il va être agent libre l'année prochaine, mais agent libre avec restriction. Après ça, Owen Powers jusqu'en 2031. Puis Samuelson jusqu'en 2030. Fait que tu sais, à la défense, là, sont équipés. Puis tout est comme pris dans le ciment. Il n'y a personne qui va bouger de là pour plusieurs années, à moins qu'ils veulent que quelqu'un bouge de là. Mais en même temps, qu'un top 4 dans le même, il n'y a pas de raison que tu veux changer ça. Fait qu'il y a juste une couple de joueurs qui vont venir s'ajouter à ça. Puis, that's it. Fait que tu sais, dans le fond, quand on prend ça en ligne de compte, ce qui est plate avec eux autres, c'est que ça fait comme 12-13 ans là, qu'il manque les séries. Fait que, il y a quelque chose qui se passe qui va pas bien. Ils ont eu plein de joueurs offensifs qui sont partis. Ils avaient essayé de monter une équipe avec Ryan O'Reilly, ça n'a pas marché. Après ça, il y avait Jack Eichel avec eux autres qui l'ont échangé. Puis après ça, il y avait Middlestat qui était probablement leur meilleur joueur offensif cette année. Puis ils l'ont juste shippé pour Bowen Byram. Évidemment, pour moi, Bowen Byram est de loin un meilleur joueur que Middlestat. Je pense qu'il va l'être pour toute sa carrière. Mais
sais pas, il me semble qu'il y a plus besoin de Middlestat que de Bowen Byram parce que c'est ça. Mais d'une façon ou d'une autre, une équipe qui est très bien bâtie, puis une équipe qui a beaucoup dans le pipeline, dans le fond, qui s'en vient pour les aider puis créer une rotation de joueurs. Fait que je dirais, tu sais, comme à chaque année, là, le monde dit ah ben cette année c'est l'année, ben je dirais ça encore cette année, je dirais l'année c'est l'année. Je pense qu'ils ont fini comme 22e si je me trompe pas là. Je vais juste vérifier si c'est sur NHL là. Ouais, c'est ça. Buffalo, ils ont fini 22e. Fait que tu sais, ça sont pas très loin des séries. Ils sont à 4 points dans le fond. Là, non, ils sont plus qu'à 4 points dans le fond. Jeez, ok. Ils sont plus loin que je pensais finalement. Washington a 91 points, puis eux autres ils ont 84 points. Fait que, ok, ils sont plus loin que je pensais. Mais en bout de ligne, c'est ça. Avec Zach Benson qui va s'améliorer, la défense qui va prendre plus de défense, j'imagine que Bowen Byram va prendre un plus gros rôle avec Buffalo qu'est-ce qu'il y avait avec le Colorado. Ça va les aider énormément aussi. Fait que ça devrait bien aller s'ils peuvent se trouver un bon coach, puis s'ils peuvent aussi avoir un goaler qui joue de la même façon qu'il a joué toute l'année avec constance. Fait que la prochaine reconstruction qu'on va parler, c'est Anaheim, les Ducks. Puis eux autres sont beaucoup plus jeunes, ça fait moins longtemps aussi qu'ils sont en reconstruction, là, mais ils sont beaucoup plus jeunes. Puis je pense que le problème principal est là. Dans le fond, là, la raison pourquoi ils sont encore très mauvais à chaque année, c'est qu'ils sont jeunes parce qu'ils ont quand même beaucoup de talent dans l'équipe. Si on regarde en fond les attaquants top 6, là, Leo Carlsson, Trevor Zegras, Troy Terry, Mason McTavish, puis on pourrait dire aussi probablement Alex Killorn là-dedans. Killorn, c'est peut-être pas un joueur top 6 directement par lui-même, admettons, là, mais le gars, il a 36 points en 63 matchs. C'est un gars qui a fait plusieurs buts avec Tampa Bay. Si on regarde ici ses statistiques. C'est avec Tampa Bay l'année passée, 64 points, 27 buts. L'année d'avant, 59 points, 25 buts. C'est un gars qui est capable de tirer, de faire 20 buts et plus. C'est pas nécessairement un driver sur sa ligne, sauf que c'est un gars complémentaire qui est vraiment bon, qui est capable d'aller dans le bas de la zone, aller chercher la puck, créer de l'espace pour les joueurs un peu plus petits, puis un petit peu moins agressifs, puis plus talentueux. Fait que c'est ça. Je pense que c'est un très bon joueur complémentaire du top 6. Mais c'est ça, dans le fond, ils sont bien équipés quand on regarde ça. Là. Leo Carlsson, c'est un gros gars ultra talentueux, une des meilleures visions qu'il y a chez les jeunes en ce moment. Trevor Zegras, c'est un joueur ultra créatif. Troy Terry, un joueur qui est très bon aussi. Mason McTavish, c'est un gars qui est plein de talent, qui est plein d'agressivité. C'est un gars de série, là, Mason McTavish, fait que ça, c'est parfait. Fait que le top 6 est très bien bâti. Évidemment, j'imagine qu'à un moment donné, Alex Killorn ne sera plus là, mais c'est quand qu'il vient UFA? 2027. Fait que il est là pour un bout. Il est là pour un bon bout à 6 250 000. OK. Dans le top 4, ça se gâte un petit peu là. Dans le fond, ils ont Cam Fowler, qui a déjà été très bon, qui est moins bon maintenant. Sinon, Jackson Lacombe, qui a quand même très bien fait cette année, puis Pavel Mintyukov. C'est sûr, selon moi, Pavel Mintyukov va être un joueur de première ligne pour sa carrière. Dans le fond, là, il a ressemblé à ça du moment qu'il a mis les patins sur la glace, puis je pense qu'il va continuer de ressembler à ça. Jackson Lacombe, définitivement un top 4, il a tellement bien fait. En tout cas, moi, il a surpassé mes attentes. Les fois que je l'ai vu cette année, il était vraiment bon. Là. Je trouvais qu'il était bon. Hein? Puis Cam Fowler, c'est une valeur sûre. Mais lui, je pense, dans 2 ans, dans le fond, là, il devient un agent libre. Puis il est rendu à 32, fait que c'est sûr que ça va s'en aller en diminuant aussi. Mais la production offensive est toujours là. Puis en termes de profondeur, dans le fond, ils ont Frank Vatrano qui a quand même overachieve, là, qui a joué plus haut que sa capacité réelle, si on veut. Dans le fond, là, il a fait 60 points, 37 buts. c'est pas les statistiques de Vatrano d'habitude. Si on regarde en arrière, là, on peut voir que l'année passée, il a fait 41 points, 22 buts, ce qui est quand même bon. Là. C'est pas à cracher dessus, c'est juste que c'est pas un gars de 60 points, 37 buts. Là. Parce qu'avant ça, il a scoré une autre fois là, 24 buts dans sa carrière. Fait que, on prend ça avec une pincée de sel, admettons, sauf qu'il est en bowling très bon comme joueur à avoir dans sa profondeur. Mais il devient agent libre l'année prochaine. Fait que est-ce qu'ils vont être capables de le garder ou pas? Ça sera à suivre. On verra. Sinon, des joueurs comme Ryan Strome, Brett Leeson, Jacob Silfverberg, que j'ai mis Jacob Silfverberg dans ma liste, mais en même temps, je viens de me rendre compte, là, en faisant le podcast de la version anglaise, qu'il est plus très bon. J'avais pas vraiment porté attention à
à sa production. Quand, sur la glace, il est correct, là, mais sa production, il a 20 points en 81 matchs. Puis si on va en arrière, là, c'était pas bon l'année passée non plus. Là. Ça, il y avait 26 points en 81 matchs l'année passée aussi. Fait que tu sais, c'est parti en descendant, ça fait 2 ans, 2 années complètes. C'est pas comme s'il a manqué ou quelque chose comme ça. Non, il a joué des années complètes, puis il a juste pas été très bon. Fait que, il y a 13 minutes de temps de glace là, cette année. Fait que c'est pas. C'est ça. Il a diminué avec le temps, mais il fait partie de la profondeur pour l'instant. Mais là, là c'est un UFA, fait que je pense pas qu'il va rester l'année prochaine. À suivre, à moins que. En tout cas, on verra. Puis sinon, ben, ils ont Radko Gudas aussi, là, qui est un joueur que pas mal tout le monde déteste, mais quand tu l'as dans ton équipe, tu l'aimes. C'est un peu comme Marchand. Tout le monde déteste Marchand, mais si tu as Marchand dans ton équipe, tu vas adorer Marchand. On peut se mentir puis se dire que non, moi, je suis pas capable d'accepter des joueurs comme ça, mais la réalité, c'est que oui, tout le monde en voudrait. Fait que, c'est pas mal ça. Puis après ça, pour ce qui est des prospects, eux autres, ben, dans le fond, ils viennent d'échanger Cutter Gauthier pour Jamie Drysdale. Tout un échange pour eux autres. Là. Jamie Drysdale, c'est un bon joueur, puis il va être un bon défenseur. S'il peut rester en dehors des blessures, là, mais Cutter Gauthier, il a quand même un potentiel de star dans la ligue. Là. Il va fort probablement, presque assurément, être un joueur de top 6. Probablement un joueur de première ligne, puis ça se peut très bien qu'il soit une star parce que c'est un gars de gros gabarit avec un tir incroyable qui est capable de tirer très rapidement aussi. C'est pas un gars qui prend son temps puis qui a besoin d'un aéroport pour lancer son tir. Là. C'est fait instantanément, puis il fait ça dans le trafic. Fait que type de joueurs que les équipes aiment beaucoup, qui sont très durs à trouver, puis le fait qu'ils ont eu ça pour Jamie Drysdale, ben c'est excellent. Sinon, en dehors de ça, ben, ils ont Nathan Gaucher, ils ont Sam Colangelo, Sasha Pastuchov, Nico Majarovic, Carey Terrence, Yegor Sidorov. Enfin, ils ont quand même beaucoup de profondeur qui s'en vient. C'est sûr que tous ces joueurs-là, là, c'est tous des joueurs de bottom 6, à mon avis. Peut-être à l'exception de Carey Terrence, qui peut-être, lui, pourrait être plus un joueur de middle six, qui va jouer sur la 3e ligue, mais qui est capable de monter sur la 2e ligne une fois de temps en temps, ou d'un joueur qui se blesse, tu vas être capable de le placer là. Mais en dehors de ça, je vois mal, mettons comme Nico Majarovic, devenir un joueur de 2e ligne, mettons. C'est un joueur qui a beaucoup de fougue, c'est un joueur qui est très agressif sur la rondelle, il est gros, il est fort, il fait ce que tu veux qu'il fasse bien. Même chose pour Nathan Gaucher, mais c'est pas des joueurs qui débordent de talent. Mais c'est des joueurs qui sont excellents à avoir dans ton bottom 6, dans le fond, dans ta profondeur. Enfin, je trouve ça bien parce que leur top 6 en tant que tel, on s'entend, il est très jeune là, avec Leo Carson, Troy Terry, Mason McTavish puis Trevor Zegras. Mais ils ont beaucoup de profondeur qui s'en vient par-dessus ça. Fait que ça va pas juste être une équipe qui va être pesante à l'avant, dans le fond, là, qui va avoir un gros top 6, mais rien en dessous à la Maple Leaf. Dans le fond, c'est une équipe qui va être bien ajustée là, partout, puis qui va avoir des gros joueurs en avant dans le top 6, des gros joueurs dans le bas, des joueurs qui sont pesants, qui sont agressifs. Fait que non, ça regarde bien. Côté défense, leurs 2 meilleurs prospects à la défense, c'est de loin Olen Zellweger et Tristan Luneau. Ils ont aussi Noah Warren et Tyson Hines. Mais eux autres, c'est plus des joueurs qui projettent comme des joueurs de 3e paire, à mon avis. Mais Tristan Luneau, Olen Zellweger, c'est des joueurs qui pourraient très bien finir sur une deuxième ligne. Puis Olen Zellweger pourrait devenir un genre de spécialiste du power play, un peu à la Lane Hudson, si on veut. Olen Zellweger puis Lane Hudson, c'est des joueurs de même style de gabarit. C'est sûr que Olen Zellweger, c'est un patineur pratiquement élite, là, sinon il est élite. Tandis que Lane Hudson, c'est plus un joueur. Il y a une agilité élite, mais il n'y a pas un patinage élite. Dans le fond, c'est 2 joueurs différents, mais en même temps. Différents, mais pareil. Plus différents que pareil. Fait que je sais pas trop sûr pourquoi j'ai fait la. À part leur grandeur, ils n'ont pas grand chose qui sont pareils. Mais anyway, c'est ça, on va dire. Olen Zellweger, Tristan Luneau, c'est des joueurs qui ont un potentiel top 4, qui vont pouvoir venir se rajouter justement là, à Pavel Mintyukov puis Jackson Lacombe quand Cam Fowler il va être parti. Fait que tu sais, ils ont une bonne projection, mais ce qui est drôle, c'est qu'avant de faire mon évaluation personnelle il y a quelques semaines, j'avais toujours dans la tête que comme quoi les Ducks avaient un bassin de prospects à la défense qui était incroyable. Puis la réalité, c'est que non. T'sais. Oui, il est bon, là. Il est bon, il est même très bon. Okay, mais c'est pas. Je sais pas pourquoi. Je pensais que c'était comme le meilleur dans la Ligue nationale. Mais non. Parce que dans le fond, Olen Zellweger, Tristan Luneau, c'est très bon. Okay? Mais Pavel Milovic, c'est plus que très bon. C'est élite, selon moi. Je pense que ça va être un défenseur numéro 1, à mon avis. Jackson Lacombe, c'est déjà un défenseur top 4, puis il est tout jeune. Là. Il a quel âge, Jackson Lacombe?
allez ici, Jackson Lacombe. T'es où? Il a 23 ans. Et tu sais, il est jeune, puis il est déjà un top 4, fait que ça regarde bien, mais c'est pas aussi élite que je pensais que c'était. C'est pas, mettons, Buffalo. Buffalo, c'est encore mieux. Alright? Sinon, en dehors de ça, en fond, dans les prospects, pour les gardiens, ils ont Damien Clara qui est dans la deuxième ligue, dans le fond professionnel de Suède, là, qui est la Allsvenskan, là, le nom bizarre, là. Ben, je pense qu'il était comme top 5, top 10 ou top 5, mais je pense que c'est top 5 en termes de stats. Fait que il a très bien fait là-bas dans une ligue professionnelle. Fait que ça regarde bien. Fait que, tu sais, en conclusion, quand on regarde ça, eux autres, en plus, je pense qu'ils ont 2 choix de première ronde, ouais. Fait que, tu sais, dans le fond, ils ont eu leur choix à eux autres, qui est un choix top 5, plus ils ont le choix des Oilers, ils ont 2 choix en deuxième ronde, ils ont 3 choix en troisième ronde. Fait que, tu sais, en plus de tout ce qu'ils ont, ils sont capables d'aller en chercher encore plus. C'est sûr que moi, si j'étais eux, je m'alignerais sur le plus possible sur un défenseur droitier. Ça serait la première chose que j'essaierais d'aller chercher. Tu sais, admettons qu'ils pigent 2, 3, 4, admettons, je sais pas. Sont-tu derniers, eux autres? Paraît-tu que je check pas vraiment les classements de. Non, ils sont troisième. Fait qu'admettons qu'ils restent à la même place, là, c'est sûr qu'ils vont avoir peut-être un Lev Shunov de disponible, peut-être un Perek, mais je pense pas qu'ils ont vraiment besoin de Perek. Je pense qu'ils ont plus besoin d'un Lev Shunov. Fait qu'on verra ce qu'ils vont faire, mais ça ferait du sens pour eux autres d'avoir un défenseur droitier dans leur pipeline. Là, ça les aiderait un petit peu à comme compléter le tout. Là. Puis leur redonner leur place de maître du bassin à la défense. Là. C'est sûr qu'avec Drysdale qui est parti, ben, c'est quand même un gros coup. Fait que c'est pas mal ça. Fait qu'ils sont bien équipés pour le futur. Si je me souviens bien, je me souviens pas ça fait combien de temps qu'ils ont manqué. Combien d'années qu'ils ont manqué les playoffs. Sauf que je sais que ça fait pas si longtemps que ça qu'ils ont commencé leur reconstruction. C'est pas Buffalo style, là, parce que ça fait plus qu'une décennie. Mais en bout de ligne, ça va bien. Là, leur repêcheur, là, c'est quelque chose Madden, son nom. Je me souviens jamais. Je suis pas très bon avec les noms. Là, quand vous avez sûrement déjà remarqué ça. J'ai oublié les noms de tout le monde. Fait que mais quelque chose Junior Madden là, ou Madden Junior, bon ben il est très très bon pour évaluer le talent. Il piche aussi souvent dans la Ligue du Québec là, pour une raison ou une autre. Des joueurs comme Nathan Gaucher puis tout le même. Fait que c'est ça. Fait que ça regarde bien. Une bonne profondeur qui s'en vient avec l'équipe qui ont déjà à l'attaque puis l'équipe qui ont déjà à l'offense. Fait que ça regarde bien. Ils sont pas pris. Il y en a encore pour plusieurs années parce que l'équipe est très jeune. T'sais, Leo Carson, c'est sa première année. Mason McTavish, c'était, je pense, sa deuxième année. Même Trevor Zegras, c'est pas comme un joueur qui est fini de développer. Là. C'est comme si on disait que Caulfield il a fini de développer à son âge. C'est pas vrai. Là. Sinon, pas qu'il est pas bon, il est très bon, là, mais j'aimerais ça qu'il soit meilleur que ça, mettons. Fait que même chose pour Trevor Zegras dans le fond. Fait que c'est ça. Ça va bien. Fait que passons au prochain. Et le prochain, ça va moins bien. C'est Arizona. Attends, on va ici, on va ouvrir la page. Arizona, en termes de joueurs top 6, c'est quand même pas mauvais. On s'entend, ils ont Clayton Keller qui, lui, en tant que tel, là, il a 76 points en 78 games, fait qu'il est très, très, très dynamique. Ils ont des joueurs comme Nick Schmaltz, Logan Cooley, Dylan Gunther, Matthias Maccelli, Lawson Krause, si on veut se rendre jusque-là. Dans le fond, Lawson Krause, c'est un peu comme le joueur que je venais juste de dire là, pour Anaheim. Je vais juste remonter mon document. Alex Killorn, dans le fond, c'est un peu le Alex Killorn, si on veut, là, de Arizona. Fait qu'un joueur qui, à lui seul, n'est pas un joueur top 6, mais un joueur qui est facilement capable de compléter un top 6 puis d'amener son utilité, là, dans le fond. Là. Mais tu sais, en dehors de lui, il y a quand même Matthias Maccelli, il y a quand même Dylan Gunther, il y a quand même Logan Cooley, il y a quand même Nick Schmaltz, puis il y a quand même Clayton Keller. Fait que tu sais, c'est une très bonne équipe. C'est pas une grosse équipe parce que même d'un joueur comme Dylan Gunther qui, je pense, lui, fait 6 pieds 2. Ouais, ça fait 6 pieds 2. C'est pas un joueur qui est physique. C'est pas un gars qui joue dans le trafic. C'est pas un gars qui est nécessairement bon à jouer contre le contact. Dans le fond, il se fait déplacer assez facilement, je te dirais. Même chose pour tous les autres. Matthias Maccelli, c'est pas très gros. Clayton Keller, par contre, c'est pas qu'il... Clayton Keller, c'est pas qu'il est plus gros, c'est qu'il est vraiment, vraiment bon, un peu comme Logan Cooley, à éviter les contacts puis à jouer dans le trafic, mais à ne pas se faire toucher ou à rouler sur la bande, dans le fond, puis jamais absorber de contact. Fait que ça, il est excellent pour ça.
Pour ce qui est de la défense, c'est moyen pas à peu près, là, mais ils ont Sean Dursey, dans le fond, qui venait de LA, qui est quand même un très bon joueur, un joueur top 4, 41 points en 71 matchs. Puis sinon, peut-être JJ Moser, là, mais je suis pas sûr que moi je le mettrais dans un top 4. En tout cas, je pense pas que c'est un joueur de top 4 dans le cas où que ton équipe compétitionne pour essayer de rentrer en série. Là. Si tu essaies de compétitionner en série et JJ Moser est dans ton top 4, probablement que tu rentres pas en série. Peut-être. Je veux pas être impoli, je veux pas être comme dire trop de choses mal envers lui, parce que c'est quand même un bon joueur. Là. Il a 26 points en 80 matchs, il fait bien son travail. Là. Mais c'est juste, je pense pas que c'est un joueur de top 4. Je pense que c'est un joueur de troisième ligne, puis un joueur de troisième ligne, c'est quand même des très très bons joueurs. On s'entend que c'est la Ligue nationale, c'est pas la glace du coin, la glace du parc. Sinon, pour ce qui est de leur profondeur, ça c'est une chose que j'aime dans leur équipe. Par contre, c'est Jack McBain, Barrett Hayton. En ce moment, ils ont aussi Nick Bjugstad puis Alex Kerfoot qui, selon moi, c'est une équipe qui est capable de compétitionner puis que tu as un gros top 6 puis tu as ça dans ton bottom 6. Ça aide énormément. Je veux dire, tu as des joueurs comme McBain là, qui est un gros joueur. Il est ici, ouais. Ça, qui est quand même 6 pieds 4, 26 points en 67 matchs. Fait que pas une mauvaise production. À Montréal, cette année, on aime beaucoup, mettons, comme Joel Armia, qui est à peu près ça comme production. Je suis pas sûr à 100% de ce que je dis, là, mais quelque chose dans ce genre-là. C'est pas le gars le plus productif, mais c'est ça. Jack McBain non plus, sauf que c'est un joueur qui a son utilité. Puis c'est ça. Puis après ça, pour ce qui est des goalers, c'est là que ça se gâte un petit peu. Là, Connor Ingram puis Vejmelka, là, c'est pas... Ingram, il est pas fait si mauvais que ça, là, avec son 907, 2.91. Pour ce qui est de Vejmelka, ça a moins bien été, mais n'empêche que c'est pas... quand je pourrais dire, c'est pas... ils ont besoin de plus, hein, mettons. S'ils veulent comment compétitionner éventuellement, c'est sûr que ce sera pas avec Connor Ingram ou Vejmelka, à moins qu'il y ait un changement relativement drastique. Pour ce qui est des prospects, dans le fond, en gros, c'est Josh Doan, c'est Akurati, c'est Connor Geeky, Daniel Boot, je pense qu'il y a une manque qu'on dit ça, Boot, puis Sam Lipkin. C'est pas mal ça, ceux qui ont une chance, là, qui sont des futurs NHLers. Josh Doan, il est super bien fait dans la Ligue nationale, là, depuis qu'il est rentré, il est comme à 9 points, je pense. Josh Doan. 9 points en 11 matchs, mais je pense pas que c'est ça qu'on va s'attendre de lui, là, malgré que il surprend depuis qu'il a été drafté, dans le fond, là, il est comme un peu surprenant. Là. Fait que c'est pas impossible, mais moi je le mets plus comme un middle six, mettons, un joueur qui va jouer sur la troisième, sur la deuxième en remplacement, ou un peu plus un joueur un peu plus complémentaire, mettons, si tu le mets dans un top 6. Mais en même temps, c'est un très bon joueur. Akurati, Sam Lipkin, je pense que c'est plus des joueurs de bottom 6. Connor Geeky, Daniel Boot, c'est deux joueurs qui ont un potentiel de top 6. Je ne sais pas s'ils vont se rendre au top 6. Connor Geeky, c'est plus un problème, je dirais, de vitesse. Je sais qu'il y a plusieurs personnes qui pensent que Connor Geeky, c'est pas nécessairement un mauvais patineur, puis qui disent, ah non, il est grand, puis c'est juste parce qu'il fait des... Quand je peux dire... Ses strides, ses coups de patin sont juste élancés, puis vu qu'il est gros, il paraît lent, mais non, je pense il a l'air plus lent que les autres qui sont gros aussi. Fait que. Je suis pas son plus gros fan, mais c'est un gars quand même là, de 6 pieds 3, 6 pieds 4. C'est un joueur qui a une très bonne vision, qui a des très bonnes mains, qui a un bon tir. C'est un gars qui a de l'offense à l'intérieur de lui, mais je sais pas s'il va être capable de la mettre au niveau de la Ligue nationale à cause de sa vitesse. C'est pour ça que lui, je l'ai plus. C'est à faire à côté de son nom, j'ai écrit M6. Là. Pour moi, ça veut dire Middle 6. Puis j'ai fait la même chose avec Daniel Boot, même si je pense que Daniel Boot a plus de chances de devenir un top 6 parce que c'est un meilleur patineur sans être un excellent patineur. On s'entend qu'il n'est pas un excellent patineur. Mais je trouve qu'il y a plus de qualité overall dans Daniel Boot que dans Connor Geeky. Fait que c'est à suivre, mais sinon, Connor Geeky, il y a eu quoi comme production? C'est où que... Juste le trouver. Donnez-moi 2 minutes. Connor Geeky. C'est moi qui est fou, je le vois pas. Ok, on va passer à autre chose parce que je vois pas. Ah, il était caché dans le. Connor Geeky. Il y a quoi comme production cette année? Fait que Wenatchee. Il y a eu 49 points 25 matchs, qui est quasiment 2 points par match, qui est excellent. Puis même chose à Swift Current, dans le fond, presque 2 points par match. Pas tout à fait, mais n'empêche. Fait qu'une excellente saison. Ce qui est quand même normal. Là. Le gars il est rendu à 19 ans. C'est quoi sa 4e saison en ce moment? 1, 2,
3, 4. Ouais, c'est ça. Fait que. 5? 1. Non, ça, c'est juste cette match. 1, 2, 3, 4. Fait que c'est ça. Fait qu'il a fait ses 4e saison dans la ligue à 19 ans, 6 pieds 3. Fait que c'est normal que le gars il soit quand même assez productif. Fait que sinon, en dehors de ça, c'est pas mal ça pour ce qui est de l'offense. Pour ce qui est de la défense, on a Dimitri Smachev, Artem Duda, Maverick Lamoureux, Victor Soderstrom. Fait que quand même un bon bassin de prospects aussi. C'est sûr que moi, je suis un grand fan de Dimitri Smachev. Je pense que je l'ai dit toute l'année passée, je l'ai dit cet été, je l'ai dit au début de la saison. Fait que je pense que c'est un joueur qui, avec son gabarit, puis avec son... quand je pourrais dire son patin, dans le fond, là, c'est un joueur qui a définitivement la capacité d'être un joueur de première ligne. Il a l'air de s'enligner un peu plus sur le côté défensif que le côté offensif. Je pensais qu'il y avait peut-être un petit peu plus d'offense que ça l'année passée, quand vers la fin de la saison, où ça allait de mieux en mieux. Mais ça a l'air que non. Parce que je pense que j'avais vérifié ses stats il n'y a pas trop longtemps, puis c'était pas... 10 points en 63 matchs. C'est quand même moyen, mais c'est pas mauvais non plus. Sauf qu'en même temps, le gars va avoir tellement une bonne. Il va avoir tellement un impact positif défensivement puis en transition que même s'il ne crée pas une tonne d'attaques, on s'en fout complètement. fait que c'est ça. Moi, je l'aime beaucoup. Artem Duda, il a un parcours un peu spécial. Là. Je pense qu'il joue dans les universités canadiennes en ce moment. Là. Fait que c'est un parcours un peu hors de l'ordinaire. Maverick Lamoureux, un autre gros défenseur qui est quand même une bonne mobilité, quand même quand même un talent quand même assez élevé. Je dirais, il y a une possibilité que ce soit un top 4, sinon en dehors de ça, c'est Victor Soderstrom, je pense pas. Je pense que c'est pas mal fini. S'il réussit à faire la Ligue nationale puis d'être constant dans la Ligue nationale, je pense qu'il va être un joueur de troisième paire, ce qui est. C'est pas très bon pour le rang auquel il a été sélectionné, mais c'est parfait d'avoir un Victor Soderstrom sur ta troisième paire. C'est comme mettons, le Canadien avec Harris à la troisième paire, ben, c'est correct. C'est pas l'idéal, mais c'est correct. Fait que en bout de ligne, c'est sûr qu'ils ont besoin d'aide. Parce que quand tu regardes au fait la Ligue nationale, ils ont Sean Durzi comme joueur top 4, puis qu'après ça, tout ce qu'ils ont dans leur prospect, c'est Simachev, Duda, Lamoureux, Soderstrom. Ça regarde pas super bien, puis un des problèmes, c'est souvent les défenseurs sont un peu plus longs à développer. Fait que, quand je pourrais dire, c'est que dans le fond, ça se peut très bien que leur top 6 soit prêt à compétitionner puis qu'ils aient assez de profondeur pour compétitionner, mais que la défense soit tellement jeune puis tellement c'est ça, non expérimenté, si on veut, dans le fond, qu'ils ne soient pas capables de rentrer en série ou de compétitionner à cause de ça. Fait que moi, je me concentrais sur la défense en ce moment là, pour essayer d'augmenter ça le plus possible parce que pour l'instant, ça regarde très moyen. Pour ce qui est, dans le fond, des prospects dans le net, dans le fond, ils ont Michael Rabral puis ils ont Tellin aussi, là, Melker Tellin. Rabral, je pense pas qu'il y ait eu une bonne saison, là, de ce que je me souviens. Il est où? Rabral? Goaler? Pas ici. Goaler. Ok, c'est pas mauvais. Je sais pas, c'est pas lui qui a... En tout cas, il y en a un des goalers qui a été pris l'année passée qui a pas eu une très bonne saison. Là, puis... Anyways. Fait que 912, 2.59 de moyenne, qui est quand même correct. C'est pas excellent, mais c'est correct. Fait que ça projette bien. Puis en plus, le gars, il est 6 pieds 7. Fait que ça aide toujours dans ta projection en tant que goaler dans la Ligue nationale. Fait que je pense pas nécessairement qu'ils sont comme setés là, avec leur équipe de goalers. Probablement qu'ils devraient en prendre un petit peu plus une fois de temps en temps pour essayer de voir si ils peuvent pogner le jackpot plus loin dans les rounds un peu plus loin. Sinon, quand on regarde ça comme ça, je pense qu'en termes de pick, ils n'en ont pas tant que ça cette année. Là. Ouais, c'est ça. Ils ont un en première ronde, sinon ils ont quand même 3 en deuxième ronde, 3 en troisième ronde. Fait qu'ils sont encore équipés dans les 3 premières rondes. Mais ils n'auront pas 2 picks comme l'année passée, là, proches un de l'autre là, dans le top 15 dans le fond. Mais encore là, comme je te dis, si avec leur pick, ils s'occupent de prendre un bon défenseur, ça devrait les aider à capable de monter cette défense-là puis de l'amener au même niveau que leur future attaque. Mais, pour l'instant, je suis pas le plus gros fan de ce qu'ils ont réussi à construire. Je suis pas le plus gros fan de leur choix, là, souvent. Là, Daniel Booth, tout ce qu'ils l'ont pris. Je l'aimais, Daniel Booth, mais pas à ce point-là. Connor Geeky, ce qu'ils l'ont pris. J'aimais encore une fois Connor Geeky, mais je l'aimais pas tant que ça. Victor Soderstrom, ce qu'ils l'ont pris. Tu vois?
Le seul choix que j'ai aimé quand même, puis j'étais d'accord avec au 6e l'année passée, c'était Simachev parce que j'aimais beaucoup Simachev à la base, même si je l'avais pas dans mon top 10, un peu comme Ryan Backer, je l'avais pas dans mon top 10 non plus. J'étais quand même d'accord avec ce choix-là parce que je voyais le potentiel. Fait que c'est pas mal ça. Pour ce qui est de l'Arizona, il y a encore du chemin à faire. Puis c'est ça. Il va falloir qu'ils amènent un peu de grosseur dans leur top 6, puis un petit peu un peu plus de défense dans le fond. Fait que si on passe au prochain, le prochain c'est Ottawa. Si on ouvre la poche, non de la poche. Si on ouvre la page, eux autres, ça va moyen pour eux autres. Puis le problème avec ça, c'est qu'ils ont une équipe qui est quand même sur papier excellente. Dans le fond, là, si on prend Brady Tkachuk, Shane Pinto, Drake Batherson, Claude Giroux, Tim Stützle, Josh Norris, c'est quand même tout un top 6. Tim Stützle et Brady Tkachuk, c'est des stars. Drake Batherson, c'est un très bon joueur offensif. Shane Pinto, je suis jaloux, je le veux dans mon équipe. Fait que, ça va bien. Le problème, c'est là, tu as Josh Norris qui, je pense qu'il se fait encore opérer pour l'épaule. Je ne sais pas si c'est la même épaule encore une fois, mais si oui, ce serait la 3e fois, si je ne me trompe pas, qu'il se fait opérer la même épaule. Ça ne regarde pas bien pour le futur. Puis après ça, Claude Giroux, qui lui, ben, il a 36 ans. Il sera pas toujours, dans le fond, là, le Claude Giroux qui a toujours été. Fait que, puis dans le fond, il vient UFA l'année prochaine. Puis il va être rendu à 37-38. Fait que, c'est ça. Fait que, dans le fond, le problème là-dedans, c'est que, il pourrait compétitionner avec un top 6 comme ça, on s'entend. C'est sûr, c'est très bon. Sauf que le problème là-dedans, c'est que là, tu as Claude Giroux qui va peut-être s'en aller en descendant ou qui sera plus là l'année d'après. Puis tu as Josh Norris qui est encore blessé puis qu'il est juste pas capable de... C'est quoi les chances qu'il puisse revenir aux joueurs qui étaient avant la première fois? Qu'il se fasse déchirer l'épaule, je sais pas trop quoi. On s'entend rendu à 3 opérations. Là. Si je me trompe pas, là, je pensais ça. Là, après 3 opérations, ça devient rough un peu. Là, Fait que j'y souhaite, mais je serais quand même surpris. Pour ce qui est de la défense, ils ont Jake Sanderson, Artem Zub, Thomas Chabot, puis Chabot plutôt, puis Jacob Chikrin. Fait que encore une fois, c'est excellent. T'sais, Jake Sanderson, c'est un des meilleurs jeunes défenseurs dans la ligue. T'sais, à Montréal, on tripe tout sur Goulet. Ben, Jake Sanderson, c'est Goulet plus. Là. Après ça, Artem Zub, c'est un joueur qui est très... quand je pourrais dire, qui est sous-évalué. Dans le fond, c'est un joueur qui est très sous-évalué, à mon avis. Thomas Chabot est très bon. Jacob Chikrin est aussi très bon. Puis dans leur profondeur, ils ont Joseph Mathieu. Joseph Mathieu ou Mathieu Joseph? Je sais pas pourquoi j'ai écrit Joseph Mathieu. Ah, il est où? Ben, je pense que c'est Mathieu. Ouais, c'est ça, Mathieu Joseph. J'ai écrit Joseph Mathieu. Puis Ridley Gregg aussi. Mathieu Joseph, c'est un joueur bottom 6. Pas mal, c'est assez constant, mais 35 points, 72 matchs, c'est quand même très bon. Puis sinon, sur ce qui est de Ridley Gregg, lui, il a 26 points, 72 matchs, c'est un gars de 21 ans. C'est un gars de middle 6, à mon avis. Je pense pas que c'est un gars de top 6, mais quand même, avoir un gars de ce trempe-là dans ton middle 6, c'est très bon. Fait que la profondeur, il n'y en a pas beaucoup, mais ils ont une certaine profondeur de qualité. Pour ce qui est des goalers en tant que tel, le Korpisalo puis Forsberg, c'est très moyen. Puis Korpisalo, c'est un joueur qui a eu quand même là, du succès dans le passé. Là. Si on regarde sa page, là, l'année passée avec Los Angeles, ça a bien été, mais c'était Los Angeles, évidemment. Là. Après ça, avant ça, en 2019-2020, tu avais avec Columbus, où ils ont fait les playoffs, il y avait 911 d'efficacité. Fait il n'y a pas une mauvaise... Quand je pourrais dire, là, il n'y a pas de mauvaise carrière, mais là, cette année, c'était très moyen quand même. Là. Fait que c'est ça. Puis Forsberg, ben, c'est un peu la même chose. Ça n'a pas très bien été. Fait que c'est sûr que ça l'aide pas. Fait que s'ils peuvent augmenter, dans le fond, premièrement, avoir un coach stable, puis un coach qui fait du sens, là, qui est bon, là, ça va les aider énormément, mais ils vont avoir besoin de l'aide de leur gardien, c'est sûr à 100%, parce que avec ces chiffres-là, ça marchera pas. Fait que c'est pas mal ça regarde pas bien de ce côté-là. Après ça, pour ce qui est des prospects à l'avant, c'est là que ça se gâte. Dans le fond, le problème de Ottawa, c'est que pendant plusieurs années, ils ont soit repêché des joueurs qui n'avaient pas d'affaires à repêcher ou ce qu'ils ont repêché, ou ils ont échangé leur choix pour, mettons, Alex DeBrincat, qui après ça, ils ont revendu pour rien, dans le fond. Ils ont perdu un choix... c'est quoi, c'est un choix numéro 7, si je me trompe pas? C'était ça?
Ouais, je pense que c'est ça, parce qu'ils ont, ouais, ils ont échangé à Chicago leur choix numéro 7, je me trompe pas. Chicago a pris Korchinski, puis eux autres, ils ont reçu DeBrincat. Puis après ça, ils ont rééchangé un an plus tard DeBrincat pour avoir le choix des Bruins, si je me trompe pas. Fait que ça... Assets management, là, non, pas de ce côté-là. Puis avant ça, ben, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont décidé de prendre Tyler Boucher dans le top 10. Fait que, ça a été créé par eux autres mêmes. C'est de leur faute à eux autres, là, mais n'empêche que là, ils ont un très bon top 6, mais il y en a un qui est vieux, puis un qui est toujours blessé, qui est rendu avec un bras en spaghetti. Puis là, ben, t'as personne pour venir prendre la relève. Parce que, ils ont Tyler Boucher, ils ont Zach Ostapchuk, ils ont Roby Jarventi, puis il y en a un autre dans USHL que j'aimais quand que je regardais Connolly, puis c'est Owen Beckner, mais tu sais, je pense même pas que c'est un joueur de Ligue nationale, c'est juste que j'aimais comment il jouait, fait que j'ai décidé de le mettre dans la liste, mais je pense même pas que c'est un joueur de Ligue nationale, là, fait que en bout de ligne, ça se limite à Tyler Boucher, Zach Stepchuk puis Jarventi. C'est pas une grosse relève qui s'en vient là, quand tu vas perdre deux joueurs là, qui sont très bons. T'sais. On s'entend là, que Josh Norris, là, c'est un joueur qui a fait presque 40 buts, si je me trompe pas, là, il y a une couple d'années. 35 buts, là, 55 points, 35 buts en 66 matchs. Fait que, c'est un pace de 40 buts et plus. Fait que, eux autres, ils perdent ça. T'sais, c'est pas sûr qu'ils vont le perdre, mais je serais quand même surpris que ça diminue pas. Puis ils vont perdre en plus Giroud, qui est un joueur exceptionnel là, pendant toute sa carrière. Fait que, puis ils n'ont rien pour le remplacer. Fait qu'il va falloir qu'ils se lancent dans les agents libres. Puis dans les agents libres, ben first, il faut que tu gagnes contre d'autres équipes qui veulent avoir le même joueur. Fait qu'il faut que tu fasses des offres qui font aucun sens. Puis c'est ça. Fait que ça regarde très moyen de ce côté-là parce que leur top 6 est très bon, mais ce qui s'en vient puis ce qui s'en va, ben ça s'équivaut pas. Puis après ça, à la défense, ils ont Tyler Clevin, Thomas Samara puis Maxence Guénette. T'sais, encore là, c'est vraiment pas grand-chose. C'est vraiment pas grand-chose, sauf que le top 4, il est seté. Là, avec Jake Sanderson, Zub, Chabot, Chikrin. S'ils peuvent signer Chikrin, s'il veut rester là, puis s'ils peuvent le signer, je pense qu'ils sont quand même en business parce que c'est un top 4 de la Ligue nationale. Là. C'est un top 4 d'une équipe compétitive de la Ligue nationale sans aucun problème. Puis Jake Sanderson, il va juste devenir meilleur. Là. Fait que... ouais, je pense qu'ils peuvent bâtir juste sur Jake Sanderson. Dans le fond, lui tout seul, c'est assez pour bâtir une défense alentour de ça. Mais après ça, quand tu rajoutes Chabot, puis Zub, puis Chikrin, c'est très très bon. Là. C'est plus que très bon. C'est excellent. Fait que c'est pas mal ça. Fait que dans le fond, c'est ça. Bonne équipe, très mauvais bassin de prospects. Il n'y a rien qui s'en vient pour remplacer ce qu'ils vont perdre. Il est là le problème dans le fond. Fait qu'ils sont un peu pognés dans le fond. Si l'année prochaine, admettons, Korpisalo, il s'en remet, il décide de bien gauler, puis il se trouve un coach qui fait du sens, puis ils sont capables de... Ça se peut là, qu'ils compétitionnent pour une place en série. T'sais, ils ont l'équipe actuelle pour compétitionner. Ils ont les joueurs qui vont s'améliorer en conséquence. T'sais, Shane Pinto, il va devenir encore meilleur l'année prochaine, puis il est déjà un stud. Là. Fait que, tu rajoutes à ça Brady Tkachuk, Tim Tussla, Drake Batterson, ils sont en business. Tu as Ridley Gregg qui va devenir meilleur aussi. Fait que, tu sais, ils sont en business à l'offense, ils sont en business à la défense. C'est juste que s'ils réussissent à rentrer en série l'année prochaine, c'est pour très bien que l'année d'après, ils soient plus capables de rentrer en série parce qu'ils ont juste. Ils perdent, mais ils peuvent pas renflouer. Fait que c'est un peu là le problème. C'est sûr que là, ils ont leur choix cette année qui est juste en arrière de nous, 2 rangs plus tard, je suis pas trop sûr. Fait que c'est ça. Fait que ils ont un choix plus celui de Boston. C'est sûr que celui de Boston, on s'entend que ça va être beaucoup plus loin. Ça va être, mettons qu'on dit 25. Ben, au rang 25, tu vas pas te trouver un joueur qui, dans 1 an, 2 ans, va avoir un impact dans ton équipe. Tu vas trouver un joueur que ça se peut très bien que ça prenne du temps, comme ça se peut qu'il arrive jamais, comme ça se peut qu'il devienne une star. Mais généralement, s'il devient une star ou s'il devient un joueur d'impact, ça prend quand même un certain temps. Là, un bon 3, 4, 5, 6 années des fois. Là. Fait que c'est ça. Puis l'autre, ben, le choix numéro 6 ou le choix numéro 7, ou s'il gagne la loterie, espérons que non. Encore là, admettons que tu choisis au numéro 6, tu risques de trouver un bon joueur, mais c'est quoi les chances que ce joueur-là, au numéro 6, ait un impact dans 2 ans dans ton équipe? C'est comme, mettons, l'année passée, San Jose, ils ont pris Will Smith, numéro 5. L'année prochaine, Will Smith va jouer. Mais est-ce que Will Smith va avoir un impact sur l'équipe? Ça se peut qu'il fasse des points.
Mais est-ce que il va vraiment avoir un impact positif sur l'équipe? Puis c'est plus là le problème. Je pense pas. Généralement, les équipes qui gagnent, c'est des équipes qui sont un peu plus vieilles. C'est des équipes qui ont de l'expérience, qui ont non seulement l'expérience, mais aussi acquis le grit pour faire une saison de 82 matchs puis jouer avec une constance match après match après match, que tu sois en voyage pendant 3 semaines ou que tu sois à la maison, qui se relâche pas. Ben c'est un peu ça le problème avec les jeunes, c'est plus une question de constance. Fait que c'est rare qu'un joueur au bout de 2 ans va être constant et bon et avoir un impact. Fait que ils sont un peu dans le trouble dans le fond. Tout ça pour dire qu'ils sont dans le trouble selon moi. Puis en plus, je le jure, c'est pas parce que je suis un fan des Canadiens puis que je suis supposé détester Ottawa pis ces affaires-là. Je les déteste pas, Ottawa. Je les aime pas non plus, là. Mais je les déteste pas. J'aime beaucoup ce qu'ils ont réussi à construire. C'est juste qu'ils ont pris tellement de raccourcis par après qu'ils ont tout détruit en prenant ces raccourcis-là. Puis ça va être un méga problème pour eux autres. Selon moi, ça marchera juste pas. Je pense qu'il va falloir qu'ils recommencent. Fait que bonne chance à Ottawa. C'est plate, mais c'est ça. Alright, prochain. Montréal. Si je m'en viens ici. Montréal. Je vais juste prendre ma page sur le deuxième écran. Alright, top 6. C'est moins bon. C'est bon, mais c'est moins bon. Dans le fond, Nick Suzuki, on s'entend. Cole Caulfield, Juraj Slafkovský, Kirby Dach, puis peut-être qu'on peut dire Alex Newhook. Okay? À mon avis, Alex Newhook, c'est un joueur, c'est le typique middle six, genre de joueur que tu veux sur ta 3e ligue, mais qui peut jouer sur ta 2e ligue puis être efficace, là. Mais c'est juste parce que combien de joueurs de la grosseur de Alex Newhook, puis de Cole Caulfield, puis de Nick Suzuki que tu veux. T'sais, Nick Suzuki, là, on le voit ici, là, il est 5 pieds 11, là, mais il est 212 livres. Là. Fait que c'est pas... la grosseur en tant que telle, c'est pas un problème. Là. On sent qu'il est jamais blessé. Il rentre dans le trafic, puis il est un peu genre un ping-pong ball. Là. Il se fait juste barouetter d'un côté puis de l'autre, mais il tombe pas, il est pas... il est solide, là, dans le fond, tout ça pour dire qu'il est solide. Alex Newhook puis Cole Caulfield, c'est une autre chose. Là, ils peuvent se faire tasser d'une seule main, là, fait que c'est un peu différent. Mais, encore là, Newhook, pas tant que ça, c'est plus Caulfield. Mais tout ça pour dire, dans le fond, j'en veux pas 18 joueurs de 5 pieds 10 dans mon top 6. Tout ça pour dire ça. Puis sinon, Juraj Slafkovský qui a eu une explosion cette année avec ses 50 points et ses 20 buts. Puis Kirby Dach qui, on sait pas. Ça va être comme une révélation. La saison qui va réussir à jouer 70 matchs et plus, on va probablement avoir une idée un peu de c'est quoi qu'on a entre nos mains. S'il est proche de ce qui était à la fin de saison l'année passée, ou pas dans le camp de développement, mais dans les matchs préparatoires, ou même dans ces deux matchs cette année, s'il est proche de ça, c'est un centre numéro top 6, peut-être même un centre numéro 1. Le problème, c'est qu'on ne sait pas. Puis on ne sait pas s'il va ever être capable de maintenir ce rythme-là sans être blessé à tout bout de champ. C'est un peu ça le problème. Fait que ça se peut très bien là, que c'est un diamant, là, mais ça se peut qu'on le sache jamais. C'est à suivre, mais en bout de ligne, c'est un joueur top 6, ça, je suis assuré. C'est juste après ça, à quelle constance qu'il peut l'être, puis jusqu'où qu'il peut se rendre. Et là, la question. Pour ce qui est du top 4, dans le fond, là, c'est Michael Matheson puis Kaiden Guhle, puis ça s'arrête là. Tu sais, mettons comme David Savard, il joue dans le top 4, puis c'est normal. Mais tu sais, dans une équipe compétitive qui se bat pour une place en série, tu veux pas avoir David Savard dans ton top 4. C'est pas qu'il est pas bon, il est excellent défensivement, mais tu sais, c'est un joueur, tu fais un fake slap shot, il se met sur un nid, puis il se met sur son genou, puis c'est fini, tu passes à côté. Là. C'est pas le joueur le plus difficile à jouer contre. Là. Oui, c'est un gars qui est physique, mais c'est pas un gars qui est ultra rapide. C'est ça. Fait que c'est un bon joueur de 3e paire pour t'en aller en série avec quelque chose comme ça, mais c'est pas un joueur que tu veux sur ton top 4, dans le fond. En ce moment, on le veut sur notre top 4 parce qu'il est là pour aider les autres. En principe, c'est mettons qu'on garde Lane Hudson dans la ligue l'année prochaine. Tu le mets avec David Savard, puis peut-être en business, David Savard va s'occuper des tâches un peu plus défensives, puis il va être capable d'y montrer, puis d'y apprendre ce qu'il a besoin de faire, puis les meilleures tactiques, puis ainsi de suite, pour qu'il soit capable de défendre aussi au niveau de la Ligue nationale. Fait que ça l'aiderait énormément. Fait que dans ce cas-là, tu veux David Savard dans ton top 4 parce qu'on n'a rien d'autre. Mais tu sais, si, admettons, on va chercher, admettons, Brett Pesce, j'aime mieux avoir Brett Pesce qu'avoir David Savard. On s'entend? David Savard, il a le leadership, mais le talent est quand même moindre.
Mais en bout de ligne, il fait bien son travail pareil. C'est pas pour le diminuer que je dis ça. Pour ce qui est de... Dans le fond, tout ça pour dire que le top 4, c'est Michael Matheson puis Kaden Gooley, puis ça s'arrête là. T'sais, dans le fond, il n'y a personne d'autre dans l'équipe qui est un joueur top 4, à mon avis. Après ça, pour ce qui est de la profondeur... ouais, c'est ça. La profondeur, en fond, là, c'est Josh Anderson, Joel Armia, Gallagher, Jake Evans. C'est ça. Dans le fond, Gallagher, ça a longtemps été mon joueur préféré du Canadien de Montréal parce que de la façon qu'il joue, puis il était aussi productif en même temps. J'adorais l'exemple qu'il amenait, j'adorais son leadership. C'est un gars en entrevue aussi, c'est probablement la meilleure entrevue du Canadien de Montréal en dehors de Martin Saint-Louis, dans le fond. Là. Il est juste excellent en entrevue. Mais c'est juste un joueur qui joue avec tout son cœur, mais qui est limité en talent. Fait que, c'est correct en profondeur. Le problème, c'est le salaire, on s'entend. Là. Josh Anderson, c'est une autre chose. À 2 millions, c'est correct. Là. Mais le problème, c'est que, oui, il a déjà fait 20 buts, mais il fait pas souvent là, son 20 buts. Là, si on regarde, mettons, là, ses statistiques. Ici, là. Il l'a fait l'année passée. Puis il l'a fait une autre fois à Columbus. That's it. Il n'a jamais refait 20 buts en dehors de ça. Fait que, c'est un gars qui est gros. C'est un gars qui patine très vite pour sa grosseur. C'est un gais qui est capable de couper au net avec la rondelle puis aller la rentrer dedans en fonçant dedans. Mais il n'y a rien d'autre. C'est un peu là le problème, c'est qu'il n'est pas capable de faire absolument rien d'autre. Il n'a pas les mains, il n'a pas la vision, il n'a pas le hockey sense pour ouvrir des jeux pour les autres. Puis s'il garde la puck sur sa rondelle, c'est sûr qu'il a peur. C'est comme Jake Evans. Si la puck est sur la rondelle de Jake Evans, c'est sûr qu'il a peur aussi. Il faut que ce soit... dans le cas d'Anderson, il faut qu'il soit patine en ligne droite, coupe vers l'extérieur, rentre au net avec, ou sinon, il faut qu'il redonne à quelqu'un tout de suite parce que sinon, elle s'en va la puck de l'autre côté. Est-ce que tu veux ça dans ta profondeur? Moyennement, de mon côté. Joel Armia, il est bien fait cette année, mais sa carrière démontre que c'est pas ça, Joel Armia. À moins que tout à coup, à 30 ans, il s'est trouvé. Mais les chances sont que non. L'histoire démontre que non. Si on prend les 60 matchs de cette année, ben ok, il a bien fait. Puis il a bien fait après avoir été à Laval. Il n'a pas bien fait avant d'aller à Laval. Il est allé à Laval pour une raison, c'est parce qu'il était mauvais. Puis il est revenu, puis il était excellent. Mais c'est ça. Je veux dire, l'histoire, dans le fond, le pedigree qu'on a en avant de nous, c'est que Joel Armia, pas que c'est pas un bon joueur, c'est un excellent joueur de hockey, mais c'est pas un joueur que tu veux dans ta profondeur tant que ça, dans le fond. Là. Surtout pas à ce salaire-là. Après ça, Jake Evans, ben, c'est un joueur qui gagne ses mises en jeu. C'est un gars... En réalité, Jake Evans, c'est un joueur que tu veux sur ta 4e ligne, sans plus, à mon avis. Si tu as Jake Evans dans ta 3e ligne, c'est dur. C'est ça. Quand je pourrais dire, c'est juste... Offensivement, c'est très dur. Je sais, là, il y a une coupe de points, là, il y a comme 27 points. Il est où? Jake Evans, il a 28 points cette année, là, puis c'est pas mauvais, là. Mais il joue 16 minutes. Il joue 16 minutes, puis il a 28 points. Puis c'est juste 80% du temps, s'il traverse la ligne bleue avec la rondelle, il a aucune idée quoi faire avec. Même quand il y a un tir franc sur le net là, en avant de lui, là, il n'y a personne, il n'y a pas de défenseur. Il va ralentir, il va se retourner, puis il va donner la rondelle au joueur en arrière, mais il va avoir un défenseur entre les deux, puis le défenseur va juste ramasser la puck et partir de l'autre côté. Offensivement, là, il donne rien. Okay? Mais défensivement, il est bon, puis en mise au jeu, il est bon. Fait que, en termes de profondeur, je le veux, mais je le veux sur la 4e ligne, puis pas plus haut que ça, jamais. Fait que c'est pas mal ça. Sinon, en dehors de ça, à la défense, dans la profondeur, on a Arbor Xhekaj, on a Struble, on a Harris. Harris, il est bon, mais sans plus, c'est un joueur, dans le fond, qui amène pas une tonne de positif puis qui amène pas de négatif. Dans le fond, je sais pas si tu peux vraiment gagner avec Jordan Harris dans ton top 6 de la Ligue nationale. C'est sûr, s'il est 7e défenseur, il n'y a pas de trouble. Là. Mais s'il est dans ton top 6, je ne sais pas. Parce qu'il n'y a comme pas, il y a pas d'impact positif, il n'y a aussi pas d'impact négatif. Fait que je sais pas. Struble, je pense qu'il y a un petit peu plus de potentiel parce qu'il est plus gros. Pas tant plus gros, mais il est surtout plus fort. C'est un joueur qui est quand même très fort pour sa grosseur.
Fait que c'est ça. Fait que je pense que Struble peut jouer sur une troisième paire. Puis sinon, Arbor Xhekaj, on s'entend, c'est un défenseur de troisième paire. C'est pas un défenseur de top 4. Là, je pense que c'est clair, net et précis. Sauf que c'est un joueur qui a son rôle. Pour sa grosseur, il patine très bien. Il a un bon tir. Il a quand même une bonne passe. Il est très physique. Il a un peu de misère à comprendre quand est-ce qu'il faut qu'il soit physique, quand est-ce qu'il faut pas qu'il soit physique, quand est-ce qu'il prendre des pénalités, quand est-ce qu'il pas prendre des pénalités. Mais selon moi, c'est quelque chose qu'il va acquérir avec le temps. Mais en termes de talent, si on veut, troisième paire, c'est parfait. Pour vrai, c'est un des joueurs que je peux dire que c'est un joueur de troisième paire, mais c'est un joueur du core de l'équipe. Dans le fond, c'est un joueur que je veux qu'il reste avec l'équipe pendant que l'équipe gagne, parce qu'on va avoir besoin de ce gars-là. Puis pas juste pour se battre, mais sa présence. Puis le type de défenseur qui est, c'est pas un mauvais défenseur, c'est un bon défenseur. Fait que c'est un troisième paire, mais un troisième paire core, parce qu'il a son utilité comparativement, mettons, à Harris. Fait que c'est pas mal ça. Pour ce qui est de la profondeur, les goalers, ben Montembeault, Primo, je pense que c'est correct. Est-ce que c'est excellent? Non. Mais est-ce que c'est correct? Oui, c'est dans la moyenne de la Ligue nationale, mettons. Pour ce qui est des prospects à l'attaque, dans le fond, moi, en dehors de Joshua Roy, je vois pas personne qui est un attaquant top 6. Joshua Roy, depuis qu'on l'a repêché, depuis l'année suivante, dans le fond, là, quand il a recommencé à jouer, là, après le repêchage, depuis ce moment-là, je l'adore. Puis je l'ai adoré par tout ce qu'il a été. Je l'ai adoré dans la Ligue américaine. Je l'ai adoré quand il est venu dans la Ligue nationale. Il a juste très bien fait. C'est un gars ultra intelligent. Je sais qu'il est plus lent puis que c'est pas toujours facile le patin. Mais il est très intelligent. Il est très habile avec la rondelle. Autant que c'est un excellent tireur, c'est aussi un excellent passeur. Il n'y a pas d'impact négatif sur la patinoire. Il est bon défensivement, il fait son travail, il travaille fort, il va sur les bandes s'il a besoin d'aller sur les bandes. C'est pas sa place préférée, mais il y va. Overall, Joshua Roy, je pense que c'est un joueur peut-être un peu plus complémentaire à cause du patin, mais c'est un joueur qui, selon moi, a son potentiel de top 6 assurément. Toutes les autres, dans le fond, Owen Beck, Philippe Méchard, Philippe Eriksson, Luke Tuck, Oliver Kapanen, selon moi, c'est tous des joueurs qui sont soit middle six ou bottom six. Tu dirais middle six, peut-être Owen Beck, parce que Owen Beck, dans le fond, il y a de la vitesse. C'est pas le plus grand, mais il est quand même, je pense, 190 livres, une affaire de même. Il est relativement limité en talent brut, là, en termes de tir, puis de passeur, puis de main. S'il garde des choses simples, puis il est capable de faire quelque chose. J'ai souvent entendu le monde dire que c'est notre prochain Jake Evans. Je pense qu'il est meilleur que Jake Evans en termes de talent brut. Là. Mais je pense pas que c'est un joueur de top 6 à mon avis. Mais c'est un gars que tu vas... arrêter si tu l'as comme ton centre de troisième trio, puis à côté de lui, t'as, mettons, New Hook, puis de l'autre côté, t'en as un gars qui est un petit peu plus gros, ben, tu sais, ça te crée quand même une ligne qui est solide, là, dans le futur, évidemment, là, peut-être pas tout de suite, mais c'est ça, la misère à voir Owen Beck, d'être un joueur productif et utile sur une deuxième ligne, mais c'est un gars qui va pas nuire à ton équipe s'il se ramasse sur une deuxième ligne parce que, mettons, t'as Kirby Dack qui est parti pour la saison encore. Sinon, Philippe Méchard, c'est dur. C'est dur à voir qu'est-ce que ça va être. On va le savoir un peu plus l'année prochaine, je pense, là, avec quand il va aller dans la Ligue américaine, ça va nous aider à avoir une meilleure opinion, pas une meilleure opinion, mais avoir un peu plus de visibilité sur qu'est-ce qu'il peut devenir, parce que là, dans la OHL, pour vrai, c'était bon. Là. La production était moyenne, mais moi, je trouve, en tout cas, les matchs que j'ai vus, il avait l'air très bon, puis il était partout sur la glace, puis il était compétitif, comme qu'il a toujours été compétitif, puis il patine mieux que la majorité du monde. Puis, il y a ses avantages, Philippe Méchard, là, il y a aussi ses désavantages, mais il y a ses avantages. Fait, il y a une utilité, il y a un chemin vers la Ligue nationale pour Philippe Méchard. C'est juste que la production, à un moment donné, il faut qu'elle vienne. Tu peux pas juste avoir l'air bon. Il faut qu'à un moment donné, tu sois bon aussi. Tu vois. Faut que. S'il avait fait 90 points ou un affaire comme ça, je dis ça, mais en même temps, je suis pas un regardeur de stats. Je suis plus un regardeur de joueurs. Fait que je sais pas combien de stats qu'il y a. Je vais juste essayer de le trouver. Méchard. C'est encore moi qui est avec? Ah non, ici. Philippe Méchard. Fait que 52 points en 45 matchs. Là, dans les playoffs, il va bien. Mais tu sais,
C'est ça. Il était en dessous d'un point par match l'année passée, puis cette année, ben, il était un petit peu au-dessus d'un point par match. C'est vraiment pas excellent comme production. Mais, quand on le regarde, il a l'air d'un gars qui a un chemin vers la Ligue nationale. Fait que, tu sais, il y a une chance, mais je pense que ça sera pas un gars de top 6, là, c'est sûr à 100%. Là. Puis sinon, ben, les autres, comme Philip Eriksson, Luke Tuck, c'est sûr c'est un joueur de 4e ligne. Oliver Kapanen, s'il vient ici, c'est un joueur de peut-être 4e, 3e ligne maximum. Philip Eriksson, ça ressemble pas mal à ça aussi. Fait que c'est pas mal ça. Fait que on a de la profondeur qui s'en vient. Il manque définitivement un joueur, là, un difference maker, là, un joueur qui est capable d'embarquer sur la glace et de faire la différence quand ça compte. Puis je pense qu'on a besoin. Puis le problème, c'est que dans notre top 6, Cole Caulfield, je l'adore, Cole Caulfield, puis quand on l'a repêché, je sautais au plafond. Là. Mais je pense pas que Cole Caulfield peut être ton deuxième ou ton troisième meilleur joueur si tu veux être une équipe, dans le fond, là, qui joue pour les playoffs ou qui veut gagner la Coupe Stanley. Cole Caulfield doit être un joueur, mettons, ton 4e peut-être ton 5e meilleur joueur, quelque chose comme ça, parce qu'il faut que tu ailles, Nick Suzuki, Uri Slafkovsky, probablement Kirby Dach, il faudrait que ces trois-là soient meilleurs que Cole Caulfield. Tu peux pas avoir un joueur de 5 pieds 7. Il se fait tasser vraiment facilement, là, même s'il est meilleur maintenant. Là, définitivement, cette année, il a pris un gros step là, pour ce qui est de sa capacité à jouer défensivement, à jouer le long des boards. J'ai vu Caulfield, je sais pas, des centaines de fois cette saison. J'ai écouté, je pense, tous les matchs sauf un. Je l'ai vu, je pense, des centaines de fois là, aller à la bande pour aller chercher la rondelle, puis même aller sur un gars qui, lui, a la rondelle, puis essayer, dans le fond, de le maintenir là, puis de ramasser la rondelle. Fait que, tu sais, il essaye de faire son travail sur la bande, il essaye de jouer un peu plus dans le trafic, sauf que c'est pas facile parce que même s'il veut le faire, puis même s'il aurait toute la volonté du monde, ça ne change rien au fait qu'il fait 5 pieds 7 ou 5 pieds 8 puis qu'ils sont capables de le maintenir à distance avec une main. Là. Il est facile. J'ai regardé, admettons, comme le match avec contre Détroit, c'était quand? En tout cas, une couple de jours. Tu sais, Sherrod, là... il pouvait faire ce qu'il voulait avec Caulfield, là, puis c'était facile, là, fait que c'est ça, puis des Sherrod, il y en a plein dans la Ligue nationale, fait que c'est ça. Je m'étends un petit peu, fait que c'est ça, fait que pour ce qui est des prospects à l'attaque, c'est pas mal ça. Maintenant, pour ce qui est des prospects à la défense, c'est là qu'on a un peu plus de... C'est là qu'on brille un peu plus fort, dans le fond, là, avec... En termes de défenseurs, avec un potentiel top 4, on s'entend, il y a Lane Hudson, David Reinbacher, Logan Mailloux. Sinon, après ça, Justin Barron, Adam Engstrom, Bogdan Konyushkov, je pense que c'est tous des joueurs qui ont plus un potentiel de troisième paire. Je pourrais très bien voir, mettons, Adam Konyushkov. Adam Engstrom se tirer, faire, dans le fond, se rendre sur la troisième ligne, puis juste être un gars qui est lock sur la troisième ligne pendant toute sa carrière, parce que il est très bon, là. Il est très bon à avoir joué. Puis il a quand même une bonne grandeur. Si je ne me trompe pas, il est comme 6 pieds 2, un enfant, quelque chose comme ça. Il joue avec plus aussi de... C'est pas un gars physique, mais c'est un gars, tu vois, il a l'air de jouer avec plus de combativité que Justin Barron. Justin Barron, c'est chaque fois qu'il défend, tu sais jamais s'il va essayer de se maintenir à distance à bout de bras puis juste balloter son bâton, ou s'il va essayer de faire quelque chose avec son corps puis comme d'envelopper le gars sur le long de la bande puis le maintenir à l'extérieur. C'est comme... Même, on dirait qu'à chaque montée contre lui, il hésite, lui, qu'est-ce qu'il va faire. C'est un peu ça le problème, parce qu'offensivement, il est correct, il hésite beaucoup moins d'ailleurs, offensivement, puis c'est pas un mauvais patineur, puis c'est un gars, je pense qu'il fait 6 pieds 1, 6 pieds 2. Il y a un certain potentiel, sauf que défensivement, il tape ses nerfs un peu des fois. Pour faire ça simple, là, c'est un peu comme ça. Fait que c'est ça, fait quand même... Un bon bassin de prospects, là. Lane Hudson qui pourrait être spécial, mais si on reste un peu conservateur, top 4 avec un joueur qui joue sur le power play, je pense que ça fait du sens. Même chose pour Logan Mailloux, un joueur de top 4, mais qui est gros, qui est capable de jouer physique, qui patine très bien, qui a un canon qui peut passer à travers les murs. David Reinbacher, c'est plus le gars qui la colle. c'est le gars qui est capable de faire un peu de tout, qui est pas excellent offensivement, mais c'est un gars qui prend ses décisions rapidement. Du moment que la rondelle arrive sur son bâton, il sait déjà où qu'elle s'en va, ou sinon il la monte lui-même. C'est un bon patineur, c'est un gars qui est quand même relativement agressif défensivement aussi. Fait que, tu sais,
Quand on rajoute ça au top 4 actuel de Caden Gooley puis Michael Matheson, je pense qu'il y a un bon top 4 dans le futur. Pour l'instant, c'est faible, mais dans le futur, je pense que ça va être bien. Ça va juste prendre un certain temps parce que les joueurs ont besoin d'expérience. Dans le fond, Lane Hutton, il y a 2 games d'expérience dans la nationale. Ryan Biker, il y en a 0. Logan Mailloux, il y en a 1. Fait que c'est ça. On a un petit bout à attendre avant que ce soit solide. Mais il y a quelque chose qui s'en vient, peut-être. Fait que tout ça pour dire qu'en bout de ligne, ça regarde bien. En plus, ça fait pas si longtemps que ça. Là. Ça fait comme. C'est la 3e année. Là. Dans le fond, ça va être notre 3e repêchage depuis que l'équipe s'est écroulée, dans le fond. Fait que c'est quand même pas mauvais. On va avoir eu un premier choix, un 5e choix, puis là, cette année, ben, ça s'enligne vers le 5e, mais on verra ce que ça donne. En plus, on a celui de Winnipeg, on a celui de Calgary l'année prochaine. Fait qu'on a quand même une couple de choix pour essayer de s'enligner, mais c'est sûr que cette année, j'ai aucun problème s'ils prennent un défenseur. Parce que, honnêtement, je pense qu'on n'a pas un vrai défenseur numéro 1 dans tout ce qu'on a là-dedans. Là, à moins que Lane Hutton devienne un joueur extrêmement spécial à la Quinn Hughes. Mais c'est quoi les chances? Mais je serais pas contre qu'ils prennent un défenseur, mais c'est sûr que je préférais qu'ils prennent un joueur offensif parce que quand je regarde la liste des prospects qu'on a, puis quand je regarde ce qu'on a au niveau de la Ligue nationale, c'est définitif qu'on a besoin de quelque chose de supplémentaire. C'est évident, c'est clair comme de l'eau de roche, il n'y a pas d'autre façon de le dire. On n'a pas 6 joueurs de top 6, c'est simple. Ça en prend un. Puis, si on pourrait en avoir un qui est meilleur que Caulfield ou qui est meilleur que Suzuki aussi, je serais content aussi. C'est pas que Suzuki est pas bon, Suzuki est excellent. Puis, tu peux pas débattre le fait que c'est un centre numéro 1, là, Suzuki, sauf que est-ce que t'aimerais mieux avoir un joueur comme. Je dis McKinnon, admettons, mais pas McKinnon, mais il y en a plein de joueurs là, de centre numéro 1 qui sont meilleurs que lui. Est-ce que tu voudrais ça à la place? Moi, je pense que oui. Fait que, si, admettons, on gagne avec un petit peu de chance, puis on finit par avoir Celebrini. Celebrini, ça va être un meilleur joueur que Suzuki, là. Tu me dirais comme à 90% des chances. Là. Ça peut toujours arriver que non, mais ça a l'air assez évident que oui, là, selon moi. Là. Fait que je serais pas contre un bon joueur dynamique, offensif. Là, ça nous aiderait énormément pour pouvoir continuer puis atteindre la prochaine étape. Mais je pense qu'on est encore une couple d'années avant qu'on soit une équipe compétitive là, qui se batte pour les playoffs. Là. Je serais quand même surpris que l'année prochaine, à moins que Kirby Dack qui détruit tout. Là, dans le fond, c'est Kirby Dack qui va décider ça, mais la défense est trop jeune. Puis le top 6 est trop faible. À suivre. On est dans le bon chemin. Je pense qu'on est encore une couple d'années avant qu'on soit compétitif. Prochaine équipe, Détroit. Je vais juste ouvrir ma page. Puis ouvrir celle-là aussi. Alright. Détroit, eux autres, ben dans le fond, on sait très bien qu'ils étaient compétitifs puis qu'ils essayaient de s'en aller vers les séries. Dans le fond, ils ont essayé de tout jouer pour se rendre aux séries. Dans leur top 6, Dylan Larkin, Lucas Raymond, Alex DeBrincat, JT Compher. Il y avait aussi Patrick Kane puis Perron cette année, mais là, ils sont UFAs. Fait que je ne sais pas si ils vont être capables de les re-signer ou s'ils veulent les re-signer. J'ose imaginer que s'ils peuvent avoir Patrick Kane, ils vont le prendre. Il était 1 point par match. Mais tu sais, c'est pas le top 6. Si on enlève ceux qui sont agents libres, dans le fond, là, sans restriction, comme Kane puis Perron, si on les enlève, ça reste qu'ils sont un peu comme nous. Ils ont une ligne. Ils ont Lucas Raymond, Dylan Larkin, Alex DeBrincat, puis ils ont JT Compher comme deuxième centre, dans le fond. Puis c'est ça. Fait que c'est pas un gros top 6 là, pantoute. Puis là, quand on regarde, dans le fond, les deux, là, la production, dans le fond, de Kane puis de Perron, les deux, ils ont 47 points. Fait que c'est 94 points qui vont partir. C'est 37 buts qui vont partir. Puis ils vont... comment qu'ils vont les racheter, ces 37 buts-là? Soit qu'il faut qu'ils re-signent ces joueurs-là, ou soit qu'il faut qu'ils trouvent une autre façon, mais ça sera pas dans leur prospect pool. Là. On va voir ça, là, que dans le bassin des prospects, il n'y a pas 34 buts, il n'y a pas 94 points puis 37 buts qui traînent là. Fait que c'est ça. Puis pour ce qui est de la défense, bien évidemment, ils ont Moritz Seider là, qui est juste un défenseur. Un défenseur de franchise. Là. Un défenseur sur lequel tu peux bâtir ta franchise. Un peu comme... quand on pourrait dire, mettons, comme Dallas, ils peuvent bâtir leur franchise alentour de Ice Cannon. Un peu comme Colorado, ils peuvent le faire alentour de Makar. Puis,
Un défenseur de ce type-là. Évidemment, il n'est pas aussi bon que Marker offensivement, mais défensivement, il est une menace. Là. Puis en plus, il a juste. Je sais pas, il a juste l'air méchant. Il a juste l'air de vouloir maganer le monde. C'est comme tu rentres pas dans ma zone. Il a l'air de ce type de joueur-là, mais sinon, en dehors de ça. Ils n'ont pas une tonne de joueurs top 4 non plus. Ben Sherrod, Jake Wallman peut-être, là, si on veut, dans une bonne année. Mais en général, c'est plus un joueur que tu veux. Probablement plus sur ta troisième paire, là, autant que possible. Mais ouais, c'est ça. Écoute, c'est pas mauvais, mais je pense que si tu veux te rendre loin, autant que possible, Ben Sherrod et Jake Wallman, tu les veux sur ta troisième paire et non sur ta première paire. Mais Moritz Seider, puis là, on voit en plus qu'est-ce qui s'en vient. Ils ont quand même beaucoup, là. Ils ont une bonne brigade défensive qui s'en vient, c'est juste qu'elle n'est pas là encore. Elle n'est pas à point non plus. Fait que c'est ça. Puis pour ce qui est de la profondeur, ben Andrew Cup, c'est très bon. Joe Veleno, c'est très bon. Michael Rasmussen, c'est moyen. Jeff Petrie, c'est moyen. Fait que ils n'ont pas une mauvaise profondeur, ils n'en ont pas une tonne de profondeur, mais moi je pense que juste Andrew Cup et Joe Veleno ensemble, c'est sur ta troisième ligne, c'est excellent. C'est exactement le type de joueur que tu veux avoir là, puis c'est numéro 1. Fait que s'ils peuvent les garder longtemps, ben dans le fond, Andrew Cup, là, c'est jusqu'en 2027, puis là, Joe Veleno, il va être à re-signer là. Fait que ouais, ça regarde bien pour eux autres pour ce qui est de la profondeur. Puis après ça, les gardiens, mais là, Alex Lyon, Villoso, c'est ça. Je compterais pas sur eux autres pour me rendre dans les playoffs, admettons, ou pour me rendre plus loin dans les playoffs. Je pense qu'ils vont avoir besoin de travailler et de se trouver un goaler, mais ils en ont une coupe, dans le prospect pool, par contre. Pour ce qui est des prospects à l'avant, ils ont Marco Kasper, ils ont Nate Danielson, ils ont Carter Mazur, Elmer Soderblom, Dimitri Bulchelnikov, Noah Dower Nelson. Ils ont quand même beaucoup de joueurs. Ils ont, un peu comme nous, ils n'ont rien d'éclatant. Même si Marco Kasper et Nate Danielson, c'est des joueurs qui ont été pris dans le top 10, là, ils n'ont rien qui s'en vient qui va tout casser. Ça se peut très bien que Casper et que Danielson soient des joueurs top 6. Moi, je les ai identifiés comme des M6, des middle 6, parce que c'est ça que je vois quand je les regarde. Puis Nate Danielson, je l'ai toujours vu comme ça. Dans son année de repêchage l'année passée, jamais je l'ai vu comme un joueur top 10. Eux autres, ils l'ont vu de même, puis ça se peut très bien qu'ils finissent par avoir raison. Là. C'est Steve Eiserman et son équipe qui s'occupe de ça. C'est pas les deux de pique, on s'entend. Là. Fait que j'ai de la misère à dire que non, c'en est pas un. Mais j'ai plus identifié comme un middle 6 qu'un top 6 pur, mais ça se peut très bien qu'ils finissent par ça. Mais n'empêche que, tu sais, en fond, ça pour dire que, mettons, l'année prochaine, ils rentrent, là, puis Carter Mazur, Nate Danielson, Marco Kasper. Ces joueurs-là, là, ils vont pas remplacer 94 points puis 37 buts. C'est sûr que. Ben, rien n'est jamais sûr, mais c'est très proche d'être sûr que non. Okay? Mais sinon, en dehors de ça, ils ont aussi Elmer Soderblom, qui est un joueur genre comme 6 pieds 8, là, si je me trompe pas. Il est ici. Ça, 6 pieds 8, 250 livres. Moi, je me souviens, c'est l'année passée, je pense qu'il avait joué contre nous, pas cette année. Il avait monté une ligne avec Elder Soderblom et un autre joueur. Là. Ouais, ça, c'est l'année passée. Puis avec deux autres joueurs, dans le fond, qui étaient gros aussi. Puis je me souviens plus c'est qui. Mais à chaque fois qu'il était sur la glace, on était pris dans notre zone. On avait Caulfield, puis Suzuki, puis whoever qui voulait mettre avec cette ligne-là. Puis on était toujours pris dans notre zone. Puis les autres pouvaient faire tout ce qu'ils voulaient. Puis je me souviens, Elmer Soderblom pouvait juste. C'est pas le plus grand patineur, là, mais il pouvait juste patiner aisément, protéger la rondelle d'une main sans aucun problème. Puis il était juste gigantesque. Fait que un joueur comme ça dans ta profondeur, je dirais pas non. Puis en termes de pointage, comme cette année, il y avait quoi, 29 points en 61 matchs. Fait que c'est pas un grand producteur, mais en même temps, c'est tellement un gars qui va être capable de maintenir. Quand il se rend dans la zone offensive, c'est un joueur qui va être capable de maintenir l'attaque à cause de ça. De sa grandeur et son reach. J'essaie de trouver le mot là, actuellement, mais son. En tout cas, peu importe, vous comprenez ce que je voulais dire. Fait que c'est ça. Un joueur de profondeur, mais je pense que c'est un très bon joueur de profondeur, à mon avis. Noah Dower Nelson, je pense que ça se projette plus comme un bottom 6 qu'un joueur de top 6. Même chose, peut-être Buchelnikov. C'est un gars qui a quand même beaucoup de talent. Fait que. Il pourrait être un middle 6. Je serais surpris qu'il soit un pur top 6, mais c'est ça. Fait que, tout ça pour dire que. J'arrête pas de dire tout ça pour dire. Ben, c'est pas tout ça pour dire.
Le but du podcast, c'est ça. Dans le fond, dans le top 6, c'est admettons qu'ils perdent Kane et Perron, qu'on oublie ce qui est des agents libres. Okay? Ben, Larkin, Raymond, DeBrincat, Confer, puis à ça, il rajouterait dans le fond le Casper, Danielson. C'est pas mal ça à quoi ça ressemble dans le fond. Parce que les autres, ils ont pas l'air des joueurs de top 6. Je pense que c'est ceux qui ont le plus de chance, c'est définitivement Casper et Danielson. C'est pas un gros top 6. T'sais, Lucas Raymond, je l'adore. Alex DeBrincat, je l'adore. Dylan Larkin, je l'adore pas, mais je l'aime. Fait que tu sais, il y a un certain potentiel, mais c'est pas... Quand je pourrais dire, c'est pas... Quand le jeu va se resserrer, là, mettons, dans une série, est-ce que c'est un... Est-ce que tu peux gagner avec ça? Je sais pas. Je suis pas convaincu. Fait que ça va être à voir. Défensivement, ben évidemment, comme je disais, ils ont déjà leur Cedar, mais là, par-dessus ça, ils ont Simon Edvinson qui s'en vient, Axel Sandin-Pelika, William Villander, Shai Bouillum. Villander, Bouillum, je pense que c'est plus des joueurs probablement de troisième paire, à mon avis, mais c'est des bons joueurs. Edvinson, il a toutes les chances de son côté pour être un joueur de première paire. Axel Sandin-Pelika, c'est un joueur de top 4, à mon avis, qui va jouer sur le power play. Fait honnêtement, ils vont être très bien parce que Simon Edvinson, Axel Sandin-Pelika puis Moritz Seider, ça va être numéro 1 dans ton top 4. Après ça, c'est juste de trouver un qui va bien fitter avec ça. T'sais. J'imagine qu'ils vont juste... Je sais pas comment ils vont faire ça, mais dans le fond, j'ai aucune idée comment ils vont le faire, mais le top 4, il a l'air solide, puis même la troisième paire, si c'était, mettons, Villander puis Bouillum, c'est la troisième paire, je pense que ça fait du sens. Pour ce qui est des gardiens en tant que tel, ils ont Sébastien Cossa puis Trey Augustin dans le pipeline, fait que ça regarde très bien de ce côté-là aussi. Puis en termes de pick, ben là, évidemment, ils vont piger un petit peu plus tard dans le repêchage parce qu'ils se sont battus jusqu'à la dernière minute pour les séries. Puis je pense pas qu'ils ont plus de choix. Non, c'est ça. Ils ont juste un choix dans pas mal chaque ronde. Là. Fait que ça regarde bien. Ils vont être capables d'aller chercher ce qu'ils ont besoin d'aller chercher. Ils ont quand même ils ont une bonne défense qui s'en vient. L'offense en tant que telle, elle manque un petit peu de dynamisme, si on veut. Dans le fond, là, en dehors de Raymond, il n'y a pas une tonne de dynamisme là-dedans, mais c'est à eux de le trouver. Qu'est-ce que je te dis? Ben, c'est ça. Fait que Détroit, je pense que ça va bien. Je me souviens plus c'est qui à qui j'ai parlé ou j'ai écouté ou qui m'a écrit. Je me souviens plus, mais il y en a un qui me disait qu'il aimait vraiment pas comment Détroit avait pris des raccourcis pour passer à travers de leur reconstruction. Puis, tu sais, c'est vrai là, qu'ils ont signé des joueurs, comme justement Sherrod et ces affaires-là, mais Andrew Copp. Mais, tu sais, Andrew Copp, il va être utile dans une couple d'années aussi. Là. C'est pas comme s'il est utile juste là. Il va être utile encore pour plusieurs années. Là. C'est un très bon joueur. Il a 29 ans, 6 pieds 1, 206 livres. Ça va être correct. Là. Fait que, tu sais, moi, je vois pas il est où vraiment le problème. Tu as besoin de, justement, trouver un joueur qui s'adapte à ton système, qui, tu sais, dans le fond, tu veux pas toujours amener un nouveau joueur qui arrive comme un cheveu sur la soupe avec tes prospects. Là. Tu veux un gars qui grandit avec l'équipe. Là. Je pense que c'est mieux de ce côté-là. Fait que... c'est ça. Moi, j'aime bien ce qu'ils ont fait. Est-ce que je voudrais pas qu'on fasse la même chose parce que je veux une équipe qui est plus dynamique que ça offensivement, à mon avis, à mon goût, à moi. J'aime ce qui est offensif. J'aime les défenseurs offensifs. J'aime les attaquants offensifs. Tout ce qui est défensif puis qui manque de talent, c'est pas ce que je préfère. Mais écoute, ça veut pas dire que tu peux pas gagner avec ça. C'est juste que moi, à ma préférence, un gars qui va écouter 80 matchs de la même équipe à chaque année, j'aimerais ça qu'il y ait un petit peu de dynamisme. C'est juste de même que je le vois. Prochaine équipe, San Jose. Eux autres, c'est rough. Le top 6, on se tient. C'est William Eklund, que j'aime. C'est Michael Granlund. C'est Logan Couture. Fait que... c'est ça. Je vais juste ouvrir la petite page. Ici, ouais, ça j'avais dans mes notes. Fait que, tu sais, William Eklund, c'est un joueur que j'aime. C'est un joueur que j'avais dans mon top 10 des alliés, dans le fond, que j'ai fait cet été. J'ai fait une vidéo top 10 des alliés, puis je l'avais dedans. Puis là, on voit, dans le fond, il a fait 45 points cette année en 80 matchs dans une équipe horrible. Fait que c'est quand même très bon. Il a fait plus que à quoi je m'attendais. C'est pas un gros joueur, par contre, mais c'est un joueur dynamique. Ouais, c'est ça, c'est bon. Sinon, Michael Granlund, ben, c'est un joueur de 60 points. Je pense qu'il avait fait pas mal la même chose l'année passée, si je me trompe pas. Là.
Non, pas du tout. Non, c'est là 2 ans, dans le fond. 64 points. Fait que c'est un joueur qui est correct. C'est loin d'être mon joueur préféré, là, mais c'est correct. Là. Dans ton top 6 ou dans ta profondeur, là, c'est correct. Puis Logan Couture, ben, c'est un bon joueur. C'est juste que là, qu'est-ce qui se passe avec? En termes de production, l'année passée, il avait fait 67 points, 27 buts. Fait que je vois pas pourquoi il serait pas capable de revenir à ça en termes de production. On va voir. Mais en tout cas, on s'entend que le top 6, là, ça fait dur pas à peu près. Parce que t'as une recrue, t'as Granlund, qui en général, c'est plus un joueur de troisième paire, de troisième ligne ou middle 6 qu'un joueur de top 6. Puis après ça, t'as Logan Couture. Fait que, ouais, c'est rough. Après ça, top 4, pour les défenseurs top 4, c'est encore pire. Ils ont juste Mario Ferraro, dans le fond, là. C'est qui d'autre là-dedans qui est un joueur de top 4, là? Aucun. Là, si on regarde ici, dans le fond, Kyle Burrow, non. Marc-Édouard Vlasic, plus maintenant. Jack Thompson n'a pas joué. Henry Thrun, peut-être éventuellement. Callan Ellison, non, pas du tout. Ouais. Fait que non. Il y en a juste un dans le fond, puis c'est Mario Ferraro qui est quand même un bon joueur, mais il n'y a pas d'aide, mais pas pantoute. Après ça, dans leur profondeur, en dehors de Fabian Zetterlund, y a-t-il vraiment quelqu'un là-dedans qui t'allume? Moi, non, en tant que tel. Il y avait personne là-dedans que je me dis, je veux le garder dans la profondeur de mon équipe pour plusieurs années, de toute façon. Avant qu'ils se mettent à gagner San Jose, ils en ont pour tellement longtemps que il n'y aura plus personne dans cette profondeur-là qui va être là. Anyway, c'est vraiment pas grave. Après ça, pour ce qui est des prospects à l'offense, ils ont Will Smith, qui selon moi va être un centre de premier trio. Un peu à la Suzuki, mais un peu meilleur patinage. Là, mais même type de production à quoi je m'attends pas mal. Ça se peut qu'il soit encore meilleur, mais je suis pas quelqu'un qui aime prédire des 90 points et des 100 points au monde. T'as genre 10 joueurs par année là, qui font 100 points. Fait que c'est pas comme si c'est quelque chose de fréquent. Fait que jamais je prédis un joueur va être un joueur de 100 points à moins que ce soit Connor Bedard. Puis même Connor Bedard, je me souviens même pas si j'ai dit l'année passée que je pensais que ça allait être un joueur de 100 points. Parce que je suis un peu plus conservateur que bien du bon. Fait que Will Smith, très très bon joueur. Je pense que ça va être soit une star ou un joueur de première ligne, quelque chose comme ça. Quentin Musty, pas mal la même chose. Là. J'ai écrit top 6 dans ma note là, parce que, comme je vous disais, je suis un peu conservateur dans mes analyses. Là, mais je pense que Quentin Musty, c'est tout un joueur. L'année passée, il était déjà tout un joueur l'année passée, mais il manquait de constance. Non seulement dans la façon qu'il jouait, mais aussi dans l'effort qu'il donnait. Là, cette année, t'as le même joueur, encore meilleur, mais avec la constance dans la façon qu'il joue puis dans l'effort qu'il donne. Fait que, tu sais, moi, c'est un vol, là, Quentin Musty. C'était déjà un joueur tellement impressionnant l'année passée que là, si tu rajoutes la constance par-dessus ça, écoute, sky's the limit. Le ciel est la limite. Sinon, dans ça, Philippe Bysted, Thomas Bordelot, Casper Altunen, David Edstrom, Daniel Gushin, Cam Lund, Colin Graff. Ils ont beaucoup de profondeur qui s'en vient. Parce que je pense qu'après Quentin Musty, la majorité des joueurs, comme Bysted, Bordelot, Altunen, Edstrom, Gushin, Graff, pas mal tous des joueurs qui projettent comme middle six. Plus que top 6, à mon avis. Peut-être Altunen un peu plus, parce qu'Altunen, il y a quand même un très bon tir avec un très gros gabarit. Fait que, c'est facile de placer ce joueur-là avec un centre dynamique offensivement, puis tu fais juste faire en sorte, tu t'attends à ce que Altunen, dans le fond, il se mette. Tout ce qu'il a à faire, c'est de trouver une position libre pour pouvoir tirer. C'est pas que c'est facile à faire. il y a bien des joueurs qui sont pas capables de le faire. Sauf que si c'est juste ça qu'il y a à faire, dans le fond, essayer de se positionner vers le centre puis trouver une position avec un petit peu d'espace pour décocher un tir, il va marquer plein de buts s'il est capable de le faire. Fait, lui, il a plus un potentiel top 6, mais sinon, pas mal toutes les autres, là, c'est tout middle 6. Camlin, peut-être un peu plus bottom 6. Fait que c'est ça. C'est pas mauvais. C'est beaucoup de profondeur avec deux joueurs qui sont excellents à l'offense. À la défense, c'est moins bien. T'sais, dans le fond, en dehors de Shakir Mukhamadoulin. C'est ça? Mukhamadoulin? Shakir Mukhamadoulin. Mon Dieu. Shakir Mukhamadoulin.
Fait que, tu sais, en dehors de lui, c'est ça. Lui, il projette comme un top 4, selon moi. Il est quand même très bon. Il est un petit peu chaotique, mais il est très bon. Sinon, peut-être Henry Thron, je pense qu'il est plus un joueur de troisième ligne. Mais en dehors de ça, dans les prospects à la défense, ils n'ont pas grand-chose d'autre. Ils ont Luca Cagnoni, mais Luca Cagnoni, va-tu vraiment se rendre à la Ligue nationale? Je sais pas. Il est productif, mais il y a quand même une bonne route en avant de lui. Là. Puis pour ce qui est des prospects de goalers, j'en ai pas vu. Je sais pas si je les ai manqués, là. Mais j'en ai juste pas vu du moins que je connais qui sont qui se projettent là, comme un joueur de Ligue nationale. Fait que j'en ai pas mis. Pour ce qui est du repêchage en tant que tel, ils ont une coupe de. Ils en ont 2 cette année. Ils ont leur propre pick qui est top 3. Après ça, ils ont celui de Pittsburgh qui est dans le fond dans la première moitié du repêchage parce qu'ils n'ont pas fait les séries. À moins qu'ils gagnent la loterie puis que là ils perdent le choix pour l'année prochaine. Mais sinon, c'est ça. Eux autres, en fond, il faut juste qu'ils continuent parce que ils sont en train de tout vider. Puis ils ont un chemin en avant d'eux qui va être incroyablement long parce qu'ils ont juste plus rien, puis ils ont juste des prospects, puis la défense. Moi, en tout cas, je me mettrais à repêcher de la défense, là, puis tout de suite. Là. Parce que si cette année ils prennent un attaquant, on s'est dit ça longtemps avec les Oilers, si je me trompe pas, là, ils prenaient des attaquants à chaque année, là, jamais de défenseurs. Jusqu'à temps que finalement ils décident de prendre. Je me souviens plus qui, mais en tout cas, peu importe. Il me semble que je me disais ça dans le temps qu'ils repêchaient, puis ils prenaient toujours un attaquant, puis j'étais comme bon. Mais ils ont besoin de défenseurs. Là, ça va mieux. Ben, eux autres, ils s'en vont dans la même direction dans le sens que. Ils ont rien au niveau de la Ligue nationale, puis ils ont pas grand chose au niveau du bassin de prospects. Fait que. Puis des défenseurs, ça prend du temps. Ça prend du temps à se développer. Même, on prend Ryan Backer, là, qui a été repêché numéro 5 l'année passée, il a fait son année en Suisse. L'année prochaine, les chances sont qu'il va commencer à Laval parce qu'il sera pas prêt de jouer dans les nationales. Puis ça, c'est ça. Puis même quand il va jouer, même s'il joue dans les nationales, c'est pas comme s'il va être un joueur dominant dans la Ligue nationale. Là. Fait que il y a du chemin à faire, mais pas à peu près là, pour San Jose. Fait que c'est ça. Fait que le prochain, Chicago. Ouvrons la page. Chicago. Eux autres, c'est sûr que à la base, hein, ils peuvent construire leur équipe alentour d'un joueur qui va être un des meilleurs joueurs de la Ligue nationale. Dans le fond, ils construisent alentour de Connor Bedard. Puis sinon, en dehors de ça, dans le top 6, il n'y a pas grand-chose non plus. Là, c'est Lucas Reichel qui en réalité, Lucas Reichel n'est pas un joueur top 6. Mais c'est un joueur que moi, je vois comme un joueur top 6. Fait que j'ai décidé de le mettre là, même si je ne l'ai pas fait avec les autres équipes. Je me suis dit, Lucas Reichel, je le mets dans le top 6 parce que Chicago, c'est rendu ma deuxième équipe. Fait que je les aime. Fait que je leur donne une petite faveur. Philippe Kurashev, qui est quand même bon. Taylor Hall, qui est bon. C'est ça. Fait que leur top 6, c'est ça. Mais évidemment, Taylor Hall, il est là comme en attendant. Philippe Kurashev, c'est quand même un bon joueur, mais je pense que c'est un joueur qui, un coup, t'as un vrai top 6 puis que tu veux compétitionner. Je pense pas que c'est nécessairement un joueur de top 6 à ce moment-là, mais pour l'instant, il est bon. Fait que c'est ça. Fait que c'est Connor Bedard puis Lucas Reichel, c'est pas mal les deux du futur, si on veut, là, au niveau du top 6. Puis ça, c'est si Lucas Reichel s'y rend. C'est juste que je crois en son talent, même si cette année, là, il a juste 16 points en 65 matchs. Là. Je pense que l'année passée, en termes de production, il avait bien fait dans la Ligue américaine, si je ne me trompe pas. 51 en 55. Fait, la production était au rendez-vous l'année passée, même au niveau de la Ligue nationale, là, avec son 15 points en 23 matchs. C'était bien. Là. Mais c'est un bon patineur, il a des bonnes mains, il a un bon tir, il a une bonne vision. Je pense que c'est un joueur qui... Pas mal persuadé que ça va être un joueur de top 6, même si cette année ça va pas bien. Là. Puis si eux autres ils le croient pas, je serais bien content que le Canadien aille le chercher. C'est ça. Top 4 au niveau de la défense, Seth Jones et Kevin Korchinski, ça s'arrête pas mal là aussi. Puis même encore, Korchinski, je l'ai mis là. Est-ce que c'est vraiment un joueur top 4 actuellement? Je suis pas sûr de ça. C'est un joueur qui projette comme un joueur de top 4. C'est un joueur qui projette comme un joueur qui va probablement jouer sur un power play. Mais est-ce que en ce moment c'en est un, je suis pas trop sûr, mais je l'ai mis là pareil. Seth Jones, définitivement, c'est un joueur top 4, probablement un joueur de première paire aussi. Là. Fait que c'est ça. Fait que
pas de mauvaise défense, mais il n'y a pas trop de profondeur là, mettons. Là. Puis pour ce qui est de la profondeur, en dehors de ça, ils ont Jason Dickinson, Ryan Donato. Mais un peu comme San Jose, ils sont quand même assez loin de pouvoir compétitionner. Fait que la profondeur n'a pas d'importance à ce moment-là parce que c'est tous des joueurs qui seront plus là au moment de compétitionner. Puis, c'est ça. Puis, dans le fond, ils vont grandir tout ensemble, tout le bassin de prospects, ils vont rentrer une année après l'autre dans la Ligue nationale, puis ils vont grandir ensemble, puis ceux qui sont là, ben, ils vont finir par s'en aller. Je pense pas qu'Athanasiou va être là quand que quand que Chicago va se mettre à compétitionner, parce qu'ils sont quand même assez loin, là, à moins que, je sais pas, Bedard, il prend l'équipe sur ses épaules, puis il les amène, mais je serais quand même assez surpris. Fait que ça, en termes de prospects, on peut voir que les autres, ils ont tous misé sa vitesse. Mais tu sais, Oliver Moore, Frank Nazar, c'est pas mal deux joueurs qui projettent comme des top 6. Je sais pas s'il y en a un des deux qui est vraiment comme un joueur de première ligne ou un joueur star en tant que tel, mais c'est définitivement des joueurs de probablement top 6. Oliver Moore peut-être middle 6, mais j'ai catégorisé ligne 2. Fait que je pense que oui. Frank Nazar, c'est un joueur dynamique, fait que je pense que oui aussi. Mais sinon, en dehors de ça, ils ont Ryan Green, Nick Lardis, Colden Dack. Fait que ça, c'est pas tous des joueurs qui vont jouer dans le bottom 6, dans le fond. Là. Je pense pas que c'est des joueurs de top 6. Fait que pas mauvais, mais en même temps, il en manque, là, on s'entend. Il en manque pas mal. Surtout pour une équipe qui s'est complètement vidée un peu à la San Jose, là, même plus, même je dirais. Sinon, à la défense, en dehors de Sam Renzel, ils ont Ethan Denmastro, ils ont Wyatt Kaiser. C'est pas des mauvais prospects, c'est des prospects de troisième paire. Mettons, Sam Renzel, je pense que c'est vraiment un défenseur, que lui, il a un potentiel top 4 aussi. Comme je dis dans la version anglaise de mon podcast que je viens juste d'enregistrer, il me fait penser un peu à celui de Boston. Je me souviens jamais son nom. Mason Lohrei, en fond. Je pense que il y a à peu près le même type de potentiel là, dans Sam Renzel qu'il y a dans Mason Lohrei. Fait que je pense que ça regarde bien. Pour ce qui est des goalers, c'est Adam Gadjan puis Drew Commesso. Puis c'est Adam Gadjan qui a vraiment eu de la misère. Je vais le trouver. Donnez-moi quelques instants, je vais m'y rendre. Ouais, c'est ça. Fait que dans le fond, dans la USHL, pour les Green Bay Gamblers, il y a une moyenne de 893, 3.35. Ouais, ça, save percentage de 893 puis une moyenne de 3.35. C'est quand même moyen. Là. On s'entend. Fait que c'est ça. Je pense qu'ils vont avoir besoin de repêcher un peu de goalers. Évidemment, il y a de la route en masse en avant d'Adam Gadjan pour qu'il puisse se développer et devenir meilleur. Là. Ça, c'est pas nécessairement un problème. Il y a un bon gabarit et tout. Fait qu'il est capable de. Il y a du chemin à faire, mais il y a le chemin en avant de lui pour le faire. Sauf que je pense que moi, je repêcherais une coupe de goalers pour essayer de étant donné que c'est tellement long avoir un goaler qui est bon, là, je pense que c'est ça. J'en repêcherai une coupe. Sinon, pour ce qui est du repêchage en tant que tel, ils ont deux choix. Ils ont leur choix. Ils ont le choix de Tampa Bay. Ils ont 3 choix de deuxième ronde, 2 choix de troisième ronde. Fait que c'est ça. Ils vont être capables de se trouver du monde. Puis encore une fois, je sais pas s'ils vont gagner la loterie peut-être puis avoir Celebrini. Mais d'une façon ou d'une autre, qui finissent avec Celebrini ou qui se prennent un joueur, je sais pas moi, Silaev ou qui se prennent Lev Shunov ou je sais pas, Parek, peu importe. Ils vont avoir un très bon joueur où ce qu'ils vont sélectionner, puis ça va les aider beaucoup. Ils en ont besoin, puis c'est ça. Mais sinon, en dehors de ça, ils sont sur la bonne voie. Puis la dernière, c'est Columbus. Puis, oups, je suis pas sur la bonne page. C'est Columbus, dans le fond, une équipe que j'ai un peu de difficulté à comprendre pourquoi ils se sont pas rendus en série, honnêtement. Là, c'est. Ils ont une équipe solide. Là. Si on regarde ça, OK? Le top 6. Johnny Gaudreau, Boone Jenner, Patrick Laine, Adam Fantilli, Kirill Marchenko, Ken Johnson. OK? Là, c'est sûr, Patrick Laine est blessé, puis il y a ses problèmes. Adam Fantilli a été blessé. Ken Johnson, il est blessé. Fait que, tu sais, ça aide pas, c'est sûr. J'imagine qu'il y a un peu la raison pourquoi ils ont été si bas, c'est un peu ça. Ça fait quand même plusieurs années là, qu'ils repêchent bas, mais moi je trouve qu'ils ont toute une équipe quand même. Là. Après ça, le top 4, Zach Werenski, Damon Severson, Ivan Provorov, puis David Jiricek. Je veux dire, encore là,
c'est sûr que, tu sais, Yurchek, qui est jeune, il est pas encore nécessairement, il est pas top 4 encore, mais c'est définitivement un joueur de futur top 4. Euh, c'est très bon. Même chose pour Ken Johnson. Ken Johnson, c'est pas un joueur encore de top 4, mais c'est de top 4, de top 6, mais c'est définitivement un joueur de top 6. Il est tellement bourré de talent, ça n'a aucun sens que c'est sûr qu'il va finir par il va finir par trouver une façon de faire fonctionner ça au niveau de la Ligue nationale. Fait que, tu sais, sont bien nantis au niveau de la Ligue nationale si l'équipe peut rester en santé avec Patrick Laine, puis Ken Johnson, puis tout le tralala. Sinon, dans leur profondeur, ils ont des joueurs comme Yegor Chinakov qui est très bien fait. Chinakov, là, je pense Chinakov, il a fait 29 points en 53 matchs. Là, il a quand même très bien fait ça. Cole Sillinger qui devrait juste s'améliorer avec le temps. En ce moment, il est très moyen, mettons, là, mais 32 points, 77 matchs. C'est un gars qui joue d'une façon assez solide au hockey. C'est un gars qui est pesant à sa rondelle, c'est un gars qui est physique, je pense qu'il va s'en sortir. Il a du talent en plus par-dessus. Fait que ouais, je suis confiant que Cole Sillinger, c'est un gars qui va finir au moins middle six, mais probablement top 6 à mon avis. Sinon, après ça, Alexandre Texier, Dimitri Voronko, ils ont des bons joueurs dans la profondeur, ils ont des bons joueurs au top 6, ils ont des bons joueurs dans le top 4, ils sont comme loadés partout. Après ça, les goalers, ben, c'est Elvis Merzlikins puis Danil Tarasov. C'est pas à tout casser. Là. Merzlikins, c'était un bon... Il était bon avant, en tout cas. Il me semble. Ouais, c'est ça. Il y a dans le fond 28 matchs. Je pense que le problème, c'était plus une question d'être constant, d'être bon constamment, que d'être bon. Je pense que si tu lui donnes moins de parties et capable d'être bon, c'est plus vraiment de le faire sur une plus longue période, le problème. Puis sinon, ben, j'imagine que le coaching a besoin d'amélioration. Parce que avec cette équipe-là, c'est dur de comprendre que tu te ramasses qu'ils ont fini combien, eux autres? Presque 29e. Ils ont fini 29e, puis ils ont cette équipe-là. Ça fait aucun sens, à mon avis. Là, mais c'est ça. Puis là, en plus, par-dessus ça, ils ont quand même des affaires qui s'en viennent. Là. Pour ce qui est des prospects au niveau de l'attaque, ils ont Jordan Dumais qui s'en vient. Ils ont Gavin Brindley. Ils ont Luca Delbel-Belouz. Ils ont Luca Pinelli. Ils ont William Whitelaw. C'est sûr que Pinelli et Whitelaw, je pousse un petit peu. Là. Ça veut pas dire que c'est des joueurs qui vont se rendre à la Ligue nationale, même que je serais quand même un petit peu surpris. Là. Mais tu sais, Jordan Dumais, Gavin Brindley, c'est des joueurs qui projettent top 6 ou middle 6 au minimum. T'sais, minimum middle 6, probablement top 6. Luca Delbel-Belouz, c'est un joueur de pas plus de profondeur, un joueur de troisième trio, probablement quelque chose comme ça, mais qui a d'amener de l'offense secondaire. Ça va bien de ce côté-là. Puis ça, c'est pour renflouer. Dans le fond, c'est pour venir supporter ce qu'il y a déjà. Là. Ce qu'il y a déjà est déjà excellent. En tout cas. À la défense, ils ont Denton Mateychuk qui projette comme un top 4 assurément. Puis sinon, en dehors de ça, si on reste très conservateur, Carson Kuhlman, Stanislav Ozil, Andrew Stratman, admettons il y en a au moins un ou deux là-dedans qui va se ramasser sur une troisième paire, là, j'ose imaginer. C'est des bons joueurs. Admettons qu'on dit qu'eux autres, c'est tous des troisième paires. Denton Mateychuk, un top 4 qui vient se rajouter dans le fond à ce qu'il y a déjà là, de Zach Werenski, Damon Severson, Ivan Provorov, David Yurchek. L'équipe est complète là, partout, sauf peut-être les goalers qui ont un peu de misère, puis peut-être le coaching qui a un peu de misère, mais sinon, en dehors de ça, l'équipe, ça regarde très, 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 très bien. Là. Puis en termes de repêchage, ben, je pense qu'ils ont juste leur propre pick à eux autres. Ouais, ça, ils ont juste leur pick, ils n'en ont pas en deuxième ronde, ils en ont deux en troisième ronde. Fait que, pas... mais tu sais, leur pick, on s'entend, c'est quand ça va être un pick top 5. Fait que... à tout ça, ils vont rajouter un autre stud, dans le fond. Là. Ils vont-tu rajouter un défenseur? Ils vont-tu rajouter un attaquant? J'en ai aucune idée. Je pense que les deux sont bons. Là. Dans le cas, mettons que Ken Johnson, il s'en sort pas puis il devient pas un top 6, c'est sûr que mon top 6, il y a une certaine projection dedans. Je projette qu'Adam Fantilli va être un joueur de top 6. Je projette que Ken Johnson va être un joueur de top 6. Fait que, il y a cette partie-là. Mais... On se rend à Adam Fantilli, il avait déjà comme 30 quelques points en 40 quelques matchs, je me trompe pas. Où es-tu? Adam Fantilli... Oh, je passe à la bonne page.
dans le depth charts. Adam Fantilli. Okay. 27 points en 49 matchs à sa première année. Je pense que c'était... Ça indique bien vers un joueur top 6. Là. Je pense que honnêtement, c'est un joueur de première ligne anyways. Là. Je pense que tout le monde pense ça. Puis tu sais, Cam Johnson, je pense pas qu'il projette de la même façon parce que ça va moins bien, mais en bout de ligne. Tout ça pour dire que tu sais, mon top 6, il y a de la projection dedans, mais ça reste un top 6 solide. Le top 4, il y a de la projection dedans à cause de David Jiricek, mais Zach Werenski, David Severson puis Ivan Provorov, c'est déjà des joueurs solides là, de top 4. Fait que, tu sais, c'est pas comme s'il y a une tonne de projection dedans. Fait que, c'est ça, je pense que ça regarde très très bien pour eux autres. Je serais quand même surpris qu'ils soient encore des années à piger dans le top 10. Là, ça ferait aucun sens à mon avis. Là, parce qu'ils ont trop une bonne équipe et aussi un bon pipeline en arrière pour venir supporter l'équipe dans le futur. Fait que même la profondeur est bonne. Là. Fait que c'est ça, Columbus, je dirais dans le fond, dans toutes ces équipes-là, là, je pense que l'équipe qui a la meilleure reconstruction, à mon avis, c'est Columbus. Je serais aussi porté à dire Buffalo parce qu'ils ont la brigade défensive est juste incroyable. Là. Puis après ça, si tu prends l'équipe, le top 6 de l'équipe, je pense que de toutes ces équipes-là, ils ont aussi le meilleur top 6 de l'équipe. Dans le fond, de toutes ces équipes-là, c'est juste que Tage Thompson, il n'a pas eu la meilleure des années. Dylan Cousin, il n'a pas eu la meilleure des années. Jack Quinn, il a été blessé. Fait que c'est dur à se dire. Tage Thompson, c'est lequel? C'est celui de cette année ou celui de l'année passée? On va voir. Fait que c'est ça. Mais c'est juste qu'eux autres, ça fait comme 13 ans qu'ils sont en reconstruction. Fait que c'est normal qu'à un moment donné, leur reconstruction a l'air solide. Là. Mais ils l'ont moffé comme 14 fois leur reconstruction avant de se rendre là. Tandis que Columbus, là, comme 3 ans ou là, comme 4 ans, il était en playoff. Puis là, ils sont pas en playoff, mais ils sont en reconstruction. Mais sauf que l'équipe est vraiment solide. Le pipeline est solide. Puis cette année, en plus, ils ont un autre choix top 5 qui va être capable d'amener encore plus de dynamisme, soit à la défense ou soit à l'offense. Fait que je pense que de toutes ces équipes-là, c'est l'équipe qui va s'en sortir je peux pas dire le plus vite à cause de ce que Détroit a fait cette année, mais je serais pas surpris que l'année prochaine, Columbus soit le Détroit de cette année. Mais je pense qu'ils ont aussi la meilleure fondation là, dans toutes ces équipes-là. Fait que c'est pas mal ça. Dans le fond, on a fait le tour de toutes les équipes sur lesquelles je voulais parler. Je sais pas si vous êtes en accord avec tout ce que j'ai dit. Je sais pas si j'ai oublié des joueurs. Évidemment, il y a tellement de joueurs dans la Ligue nationale et dans les bassins de prospects des équipes qu'à un moment donné, que j'en perds des bouts. Là. J'en perds des bouts, puis j'oublie des joueurs ou j'oublie des goalers. C'est aussi, tu sais, les sites sont... C'est comme un peu pêle-mêle. Au lieu de te donner, mettons, un depth chart avec tous les joueurs de centre, tous les joueurs de left wing, tous les joueurs d'aile droite, et ainsi de suite, c'est comme en ordre. Tout est mélangé, fait que c'est un peu difficile. Mais en bout de ligne, je pense que je m'en suis bien sorti. Puis je pense que ce que j'ai dit fait du sens. À vous de juger. Fait que c'est pas mal ça. J'espère que vous avez aimé. On se voit dans le prochain. Peace.